Mes chers collègues, bien le bonjour à toutes et tous. Donc nous reprenons nos travaux après 2 semaines de suspension. J'espère que ce break vous a été très profitable. Oui, me dit, j'entends ici le oui, je n'en doute pas. Alors, dans les semaines à venir, notre ordre du jour sera en grande partie consacré aux sujets relatifs au travail et à l'emploi. Il appartiendra décidément ainsi au Parlement d'inscrire dans la loi les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 10 février sur le partage de la valeur, un sujet que nous avons beaucoup abordé. Mais il s'agira aussi de poursuivre et d'amplifier notre action en faveur de la dynamique du plein emploi. C'était un engagement aussi du président de la République et du ministre que je salue. Monsieur le ministre, lorsque vous nous aviez présenté votre feuille de route le 13 septembre dernier, vous aviez énuméré 8 chantiers, parmi lesquels une meilleure coordination du service public de l'emploi. Vous aviez alors confié à monsieur Thibault Guilly, que je salue également, haut commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises, une mission de préfiguration et de concertation sur France Travail. Monsieur le haut commissaire, vous avez remis au ministre votre rapport et il a été présenté le 19 avril. Nous vous remercions donc tous les deux de venir nous exposer aujourd'hui ces conclusions et bien sûr les perspectives. Malgré les crises successives, le chômage recule toujours plus, grâce bien sûr à l'engagement des parlementaires et à l'action du gouvernement que je salue. Nous sommes donc dans la bonne direction, mais il reste encore du chemin à parcourir pour atteindre le plein emploi qui doit bien sûr demeurer notre objectif. Nous n'en avons jamais été aussi proches, il faut bien le souligner. C'est pourquoi nous souhaitons que vous nous précisiez en quoi la mise en place de France Travail contribuera à la réalisation de cet objectif. Monsieur le ministre, monsieur le haut-commissaire, je vous passe donc la parole sur ce sujet. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Quelques mots à mon tour pour vous saluer, vous dire le plaisir que j'ai à vous retrouver après cette interruption des travaux parlementaires. Et plaisir aussi à venir évoquer et échanger avec vous au sujet du rapport relatif à la préfiguration de France Travail que m'a remis monsieur le commissaire il y a maintenant une quinzaine de jours, qui est en ligne, que vous avez pu, si vous le souhaitiez évidemment, consulter avant cet échange. Peut-être un mot sur le contexte dans lequel ce rapport a été commandé, sur la concertation qui a prévalu pour son élaboration et sur les pistes que le rapport propose, avec, pour conclure, ce vers quoi le gouvernement proposera au Parlement d'aller. Vous l'avez dit, Madame la Présidente, lorsque nous évoquons la question de l'emploi et cet objectif de plein emploi, c'est pour la première fois depuis extrêmement longtemps un objectif qui est atteignable. Atteignable parce que l'économie française a créé 1 700 000 emplois au cours des presque 6 dernières années, que le taux de chômage est passé de 9,5 à 7,1%, avec évidemment des disparités territoriales. Atteignable aussi parce que ce nombre de créations d'emplois, à hauteur d'1 700 000, a été réalisé malgré le contexte que nous avons connu, et notamment les freins à l'activité imposés par la pandémie et par les périodes de confinement. C'est aussi, il faut le souligner, un emploi qui s'améliore en qualité. J'ai eu l'occasion de le dire rapidement tout à l'heure lors des questions au gouvernement, mais les derniers chiffres dont nous disposons pour l'année 2022 montrent une augmentation significative de la part des premières embauches en contrat à durée indéterminée et montrent aussi que, globalement, en stock, si vous me permettez cette vilaine expression, nous avons une part de l'emploi en France en CDI qui a augmenté et qui bat même des niveaux qui n'avaient pas été atteints depuis plusieurs années. Cela s'accompagne d'une augmentation du taux d'emploi. Et là aussi, nous avons un taux d'emploi qui a dépassé les 68,5%. Cela concerne les Français âgés de 15 à 64 ans, donc considérés au sens statistique du terme comme étant en âge de travailler. Et c'est un taux, 68,5%, que nous n'avions pas atteint depuis la création de cet indice en 1975. Et lorsqu'on compare avec ce que nous connaissions avant, nous considérons que c'est un taux qui n'avait été atteint qu'en 1972, et donc il y a un peu plus d'un demi-siècle désormais. Comment est-ce qu'on peut atteindre le plein emploi ? Si nous considérons que le plein emploi est autour de 5%, ce qui est généralement et au vu du caractère structurel du chômage dans notre pays, l'objectif qui est retenu par l'immense majorité des observateurs, il faudrait que dans les années qui viennent, et pour tenir l'engagement pris par le Président à l'échelle du quinquennat, d'ici 2027, créer 710 000 emplois, que l'économie crée 710 000 emplois. Et si nous voulons avoir une vision plus large,
en considérant non pas le seul chômage, mais le halo du chômage, il faudrait même atteindre la création de 1 300 000 emplois. Ça dépend évidemment de l'activité économique, et ça dépend aussi de notre capacité à raccompagner vers l'emploi ou à accompagner vers un premier emploi ceux qui aujourd'hui en restent éloignés. Je dis accompagner ou raccompagner car si nous avons un taux de chômage qui est supérieur à la moyenne européenne et même supérieur à la moyenne haute européenne, à 7,1% au dernier trimestre de 2022, nous avons malgré tout des difficultés de recrutement importantes. Nous estimons qu'environ 400 000 emplois, c'est une estimation de la DARES, seraient aujourd'hui vacants ou en tout cas en attente de candidats. Et toutes les entreprises disent ces difficultés de recrutement. Nous avons dressé de manière très synthétique, évidemment, un diagnostic en 3 points pour expliquer ce déséquilibre entre un marché de l'emploi qui est tendu en termes de recrutement et le maintien d'un taux de chômage supérieur encore à 7%, qui, même s'il a beaucoup baissé, reste un taux de chômage élevé. La première cause identifiée tient à une différence, une disparité entre les compétences des demandeurs d'emploi et les compétences requises par les entreprises qui recrutent. Disparité des compétences qui peut être liée à un déficit de compétences dans certains domaines, de manière globale, qui peut aussi être liée à un problème d'allocation territoriale, c'est-à-dire la présence de personnes qualifiées sur un territoire où les emplois créés ne correspondent pas aux compétences dont les personnes disposent, et inversement, d'autres territoires où les qualifications ne correspondront pas non plus. C'est tout l'objet du plan d'investissement dans les compétences, 15 milliards d'euros depuis 2018, et l'explication de la volonté du gouvernement de reconduire avec les régions une contractualisation sur plusieurs années en matière d'investissement dans les compétences, avec des objectifs sur lesquels je pourrais revenir si vous le souhaitez, notamment en termes d'élargissement du public éligible ou d'accompagnement des plus éloignés de l'emploi par le développement de formations autour des connaissances de base. Il y a un deuxième facteur d'explication qui concerne les modalités de fonctionnement de notre système d'assurance chômage. Et cela donnait lieu à de vifs débats à l'automne dernier, mais nous considérons que la loi publiée le 22 décembre 2022 apporte des réponses à cette difficulté et que si elles ne sont pas traitées aujourd'hui, elles peuvent l'être par la mise en œuvre des dispositions de la loi du 22 décembre. Puis enfin, il y a une troisième explication, un troisième facteur qui concerne l'efficacité même de notre service public de l'emploi. Quand je dis service public de l'emploi, je ne parle pas que de Pôle emploi. Je parle de l'ensemble des acteurs qui, à un titre ou à un autre, et pour l'immense majorité d'entre eux aussi, avec la meilleure volonté du monde, concourent au service public de l'emploi. Problème à la fois de lisibilité, de coordination, d'atomicité, si vous me permettez cette expression, qui rendent parfois notre système d'aide à l'emploi particulièrement complexe et qui peuvent expliquer aussi des ruptures de parcours ou des difficultés. C'est dans ce contexte-là et avec ces 3 diagnostics posés que la mission que j'ai confiée à M. le Haut-Commissaire a été lancée le 13 septembre dernier. Depuis, ce sont 8 mois de concertation, 8 mois de réunions ici, quand je dis ici, c'est à Paris, mais aussi dans tous les territoires, avec l'ensemble des publics et des acteurs concernés. Demandeurs d'emploi, chefs d'entreprise, conseillers de Pôle emploi, professionnels et permanents des différentes structures qui participent à ce service de l'emploi, agences et entreprises de travail temporaire, appareils de formation, pour à la fois partager ce diagnostic, partager les modalités, voir ce qui marche et voir ce qui ne marche pas non plus. Le rapport m'a été rendu le 17 avril dernier. Il a été présenté au comité des parties prenantes que je présidais pour sa 4e réunion, le 19 avril dernier. Je tiens à souligner, parce que c'est heureux et utile, je crois, lorsqu'on travaille sur de tels sujets, que si l'ensemble des parties prenantes ne partagent pas évidemment la totalité des propositions, des 99 propositions, toutes les parties prenantes ont souligné à la fois la qualité de la concertation, la qualité du travail, mais aussi dit combien ils partageaient les grandes orientations telles qu'elles sont posées. Un certain nombre d'entre eux ont fait part de vigilance, de points d'attention, de demandes de clarification, et c'est très logique. Le rapport tel que vous avez pu en prendre connaissance fixe 10 principes, et je dis d'emblée que le gouvernement souscrit aux 10 principes proposés par M. le Haut-Commissaire, et il porte 99 propositions, avec pour ces propositions, qui déclinent les 10 principes, évidemment un soutien global de la part du gouvernement, même si nous ne reprendrons pas la totalité des 99 propositions telles qu'elles sont formulées, puisque d'ici à la présentation devant le Parlement d'un projet de loi permettant de formaliser ces engagements, il y a un certain nombre de concertations qui continuent, certaines ouvertes depuis très longtemps avec les associations d'élus, d'autres qui vont être ouvertes de manière plus formelle, si je puis dire,
dans le cadre de l'application du Code du travail avec les partenaires sociaux, même si tous ont été consultés et partie prenante des discussions initiées par Thibault Gullet au cours de ces 8 derniers mois. Que propose le rapport et qu'est-ce que nous soutenons de ce rapport en termes de grandes orientations? D'abord, la volonté de transformer et d'améliorer le service public de l'emploi. Donc, de travailler sur une meilleure coordination, un meilleur partage des informations, d'éviter les doublons et ainsi de participer à limiter les risques de rupture de parcours. Pôle emploi deviendra, si le Parlement l'accepte, bien sûr France Travail, l'opérateur principal du service public de l'emploi, avec à la fois les missions que Pôle emploi remplit aujourd'hui, mais aussi des missions au service de tous. Service de tous sont des missions en termes de conception et de partage, j'insiste sur le mot partage, des systèmes d'information pour que chacun des acteurs puisse y avoir accès de manière horizontale. Conception et partage aussi d'un certain nombre de communs numériques, pour ces barbarismes, qui sont utiles si on souhaite avoir un suivi véritablement complet de l'ensemble des demandeurs d'emploi ou des allocataires du RSA. Les missions locales sont évidemment des acteurs particulièrement investis dans ce schéma, comme opérateurs spécialisés et même acteurs centraux de la politique d'emploi, de formation pour les plus jeunes, de même que Cap Emploi et l'opérateur spécialisé pour les travailleurs ou les demandeurs d'emploi en situation de handicap. Nous travaillons de manière étroite aussi avec les régions pour les questions relatives à la formation ou aux politiques d'emploi et avec les départements pour la question de l'insertion, mais j'y reviendrai pour ce qui concerne les allocataires du RSA. L'objectif est que Pôle emploi soit avant tout un réseau. Ça n'est pas un big bang institutionnel. Il est hors de question de fusionner les missions locales avec Pôle emploi, de fusionner je ne sais quel acteur avec Pôle emploi devenu France Travail. Mais si Pôle emploi devient France Travail et opérateur principal, c'est avant tout une mission de coordination, de partage et d'orientation avec l'ensemble des acteurs que nous voulons dans ce réseau France Travail. Il est parfois évoqué le fait que les missions locales deviendraient France Travail Jeune et que Cap Emploi deviendrait France Travail Handicap. Je ne forcerai personne à changer de nom. C'est une idée qui a été évoquée pendant la concertation. Et si les missions locales souhaitent adopter ce vocable, elles en seront libres. Si elles souhaitent sous-titrer leur propre titre pour signifier leur appartenance au réseau France Travail, elles en seront libres pour marquer cette appartenance au réseau, mais nous n'imposerons rien en la matière, je tiens à le souligner d'emblée. Pour ce qui concerne la question de la gouvernance, c'est le deuxième point que je souhaitais aborder rapidement devant vous. C'est un des principaux changements que nous proposons, puisque notre objectif est de faire en sorte qu'il y ait un opérateur principal, qu'il y ait un réseau, mais que l'animation du réseau, la détermination des priorités, soit l'objet d'une gouvernance qui soit très partagée. Quadripartite, d'une certaine manière, avec les partenaires sociaux, les régions, les départements et l'État au niveau national, que ce soit un copilotage région-État au niveau régional et département-État au niveau départemental. Et puis nous savons qu'un certain nombre d'aspects de la gouvernance seront à un niveau infradépartemental et nous considérons, c'est ce que propose le rapport, que les élus locaux doivent pouvoir déterminer quel est le niveau de collectivité le plus à même d'assurer le copilotage avec l'État. Bien souvent, ce sont les sous-préfets qui animent ces comités d'emploi pour avoir une politique de l'emploi qui soit la plus cohérente possible. Et donc, c'est vraiment une volonté de partage de cette gouvernance avec les collectivités et au niveau national, bien sûr, avec les partenaires sociaux. Nous avons quelques priorités. D'abord, assurer un meilleur suivi des demandeurs d'emploi et une meilleure efficacité de notre service public de l'emploi. Quelques exemples, mais aujourd'hui, par exemple, nous avons un système qui est assez automatique et parfois figé, dans le sens où un demandeur d'emploi qui est inscrit dans une catégorie, quand je dis catégorie, ça n'est pas A, B, C au sens des catégories DEFM, mais une typologie de demandeurs d'emploi. Certains sont suivis, certains font l'objet d'un accompagnement intensif, d'autres font l'objet d'un accompagnement particulier. En réalité, une fois que vous êtes inscrit chez Pôle emploi dans une des catégories, suivi ou guidé, vous y restez. Il n'y a pas de fluidité, il n'y a pas de perméabilité entre telle ou telle catégorie. Et en réalité, si vous êtes considéré comme tout à fait apte et en situation de retrouver un emploi facilement, et que malheureusement, pour une raison ou pour une autre, vous restez longtemps sans emploi, vous restez dans la catégorie, aux yeux de notre administration de l'emploi, de ceux qui n'ont pas besoin d'un suivi intensif. Alors qu'au bout d'1 an, 18 mois d'inactivité, vous pouvez évidemment avoir besoin d'un suivi plus intensif que lorsque vous avez réalisé votre première inscription. Nous voulons quelque chose de moins automatique aussi pour ce qui concerne les régimes de sanctions applicables aux demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, de manière automatique, l'absence à un premier rendez-vous peut entraîner la radiation d'un demandeur d'emploi. Nous considérons qu'il y a lieu de personnaliser
et de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, de contexte, pour faire en sorte que ce système de sanctions soit souple, soit efficace et utile quand c'est nécessaire, mais n'ait pas un caractère aussi automatique que celui que nous pouvons connaître aujourd'hui. De la même manière, nous souhaitons un meilleur suivi et donc plus d'individualisation, ce qui nous interrogera bien sûr sur les moyens et la taille des portefeuilles des conseillers en matière d'emploi. Nous souhaitons la même chose pour les entreprises et pour celles et ceux qui recrutent, parce que bien souvent, les difficultés, le manque de lisibilité que connaissent les demandeurs d'emploi est connu et perçu de la même manière par les chefs d'entreprise qui recrutent. Et là aussi, c'est un gros travail que nous voulons faire pour améliorer les prestations de Pôle emploi, devenu France Travail, mais de l'ensemble du réseau au service des chefs d'entreprise. Nous voulons évidemment transformer et continuer à transformer, à améliorer, pas transformer, sur la question des compétences. C'est l'objet du renouvellement du plan d'investissement dans les compétences que j'ai évoqué et des changements que nous voulons lui apporter, notamment en rendant les formations ouvertes et en rendant éligibles aux formations proposées les demandeurs d'emploi ayant un diplôme jusqu'à Bac+2. Aujourd'hui, c'est jusqu'au niveau Bac. Et nous savons que des demandeurs d'emploi ayant le Bac, mais n'ayant pas réussi à franchir le cap des études supérieures, se retrouvent dans une situation de difficulté devant l'emploi qui nécessite des formations professionnalisantes. De la même manière, nous souhaitons, dans le cadre de la contractualisation avec les régions, que la question de l'électronisme, que la question de l'illettrisme, de la maîtrise des savoirs de base soit une des priorités de ces conventions, puisque c'est une première marche vers l'emploi pour celles et ceux qui en sont le plus éloignés. Ce sont là les principales priorités. Il y a évidemment une priorité toute particulière, et c'est peut-être celle qui fait le plus débat aujourd'hui, en tout cas dans ce que je peux lire comme article ou entendre comme sujet de radio ou de télévision, qui concerne les allocataires du RSA. Aujourd'hui, le constat que nous faisons est le suivant, et ce n'est pas un constat positif de manière collective, si je puis dire. Nous n'avons que 40% des allocataires du RSA qui sont inscrits chez Pôle emploi. Je sais, nous savons tous que tous les allocataires du RSA ne sont pas en capacité de trouver un emploi immédiatement, mais s'il n'y a pas d'inscription auprès de Pôle emploi demain France Travail, il y a plus de difficultés pour qu'il y ait un suivi et un projet professionnel pour les mêmes. Nous savons, et c'est peut-être plus grave encore, que 17% des allocataires du RSA ne font l'objet d'un suivi par aucune structure. C'est-à-dire qu'ils perçoivent l'allocation qui leur permet de survivre, mais ils ne sont inscrits, ils ne sont suivis par aucune structure d'accompagnement. Ça représente 340 000 personnes. Et derrière ce chiffre de 17%, ce ratio, il y a en réalité de grandes inégalités, puisque dans une quinzaine de départements, ce sont 30% des allocataires du RSA qui ne sont affectés, suivis par aucune structure d'accompagnement en matière de suivi professionnel. Nous savons que seulement 53% des allocataires ont signé un contrat d'engagement réciproque, qui est pourtant prévu par la loi, tant celle créant le RMI que celle le transformant en RSA. Et nous savons enfin que moins de la moitié d'entre eux, tout confondu, Pôle emploi et autres intervenants, bénéficient d'un suivi professionnel, alors que l'immense majorité, c'est très heureux, et c'est heureux ainsi, bénéficie d'un suivi social. Donc notre objectif est évidemment que le suivi social soit présent, mais que le suivi professionnel soit la règle, de manière extrêmement adaptée. Et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons que, dans le cadre du programme RSA, du RSA et des parcours de retour à l'emploi, il puisse y avoir entre 15 et 20 heures d'activité par semaine sur le modèle des contrats engagement jeunes. Ça ne se fera pas en claquant des doigts et ça ne se fera pas du jour au lendemain, parce que ça nécessite le déploiement d'une offre de formation, d'une offre d'insertion adaptée à chacun des allocataires du RSA sur l'ensemble du territoire. Nous commençons quelques expérimentations avec 18 départements, et donc avec autant de bassins d'emploi. Et ensuite, il faudra pouvoir le généraliser de manière progressive, avec l'élargissement d'abord d'un bassin vers l'ensemble du département, puis l'intégration progressive des différents départements dans le dispositif. Je dis progressif parce qu'il faut des structures, parce qu'il faut des activités, et nous avons aujourd'hui un peu moins de 2 millions d'allocataires du RSA. Nous savons qu'entre le 31 décembre 2023 et le 1er janvier 2024, des modalités de suivi intensif ne pourront pas être mises en place en un si bref délai pour la totalité. Quelles sont ces 15 à 20 heures d'activité ? Ça n'est ni du travail gratuit, ni du bénévolat obligatoire. Quand il y a travail, il y a contrat de travail, il y a rémunération. Ce sont des activités d'accompagnement, d'insertion, ce sont des activités de remobilisation, et dans le rapport, à la fin du rapport, vous trouverez des exemples de référentiels d'activités, et je souhaite évidemment que les expérimentations avec les 18 départements partenaires de ces expérimentations nous permettent d'avoir de nouvelles modalités et de bonnes pratiques finalement à partager. Ça peut être des choses très classiques, de
la formation, des ateliers de réponse à des offres d'emploi, de rédaction de CV. Nous connaissons tout cela. Ça peut être aussi des activités et un parcours personnalisé pour lever des freins à la mobilité, des freins au logement, des freins liés à la garde d'enfants. Ça peut même être, et heureusement dans un nombre de cas moins important, des activités qui permettent de résoudre des problèmes de santé, puisque la santé peut évidemment être un frein à l'emploi lorsqu'il n'y a pas de prise en charge ou des difficultés de prise en charge. Donc nous sommes très loin, vous le voyez, du travail obligatoire, du travail gratuit ou du bénévolat obligatoire, mais plus dans des activités d'accompagnement, convaincus que l'accompagnement permet ce retour vers l'emploi. Je rappelle que pour ce qui concerne cet aspect sur le RSA, nous sommes véritablement dans une approche en 3 points. D'abord en rappelant que nous avons la chance d'être dans un pays où il existe un revenu de subsistance qui est accessible à celles et ceux qui sont privés de ressources, le RSA, que la puissance publique, au sens le plus large du terme, doit assurer l'offre adaptée d'insertion et de formation. Je prends souvent cet exemple, mais il est parlant et il illustre ce que nous voulons faire. Lorsque vous avez à accompagner une mère célibataire avec 3 enfants ou 2 enfants, vous ne leur proposez pas une formation ou des activités d'insertion de 17 à 20 heures. Ou alors, il faut prévoir le mode de garde qui va avec. C'est ce que j'appelle l'adaptation de l'offre d'insertion et d'accompagnement. Et enfin, un 3e point, qui est que lorsqu'il y a une offre adaptée sur le territoire sur lequel vous vivez, nous sommes dans la logique du contrat d'engagement réciproque, qui est la logique du RMI depuis 1988, avec la possibilité de sanctions. Les sanctions, elles existent. La loi de 1988 prévoit déjà la possibilité, et elle est mise en œuvre par beaucoup de départements, de radiation, de suppression des droits. Et ce que nous proposons, c'est de créer une 2e sanction intermédiaire de suspension, c'est-à-dire moins forte que la radiation, puisque très facilement réversible à la main de celles et ceux qui accompagnent, et évidemment dans le cadre des compétences exercées aujourd'hui par le président du département. Quelles sont les suites et quels sont les jalons calendaires que je souhaite évoquer devant vous et que le gouvernement souhaite envisager ? Au-delà de ce que je dis sur France Travail, vous le savez, j'ai eu l'occasion de le rappeler il y a quelques minutes en séance, nous aurons à proposer au Parlement un premier texte concernant le champ du travail qui portera transposition de l'accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur. J'aurai l'occasion de présenter ce texte en Conseil des ministres à la toute fin du mois de mai ou au tout début du mois de juin. C'est simplement une question d'agenda et de calendrier. Nous aurons ensuite à vous proposer un texte portant la création de France Travail avec 3 priorités pour nous. La création de la structure et sa réforme, la question de la gouvernance et la question de l'accompagnement des demandeurs d'emploi et des bénéficiaires du RSA, tant sur la question du contrat d'engagement et ses contreparties que sur l'élargissement des critères d'éligibilité aux formations dispensées dans le cadre du PIC. Nous aurons aussi, je le dis, même si ça ne concerne pas nécessairement, quoique notre point sur le rapport aujourd'hui, l'inscription dans ce projet de loi des mesures concernant l'emploi que le président de la République a annoncé à l'occasion de la conférence nationale du handicap et que ma collègue Geneviève Darrieussecq a rappelé il y a aussi quelques minutes. Et puis, il y a d'autres sujets qui relèvent du dialogue social, bien éloignés de ce que j'évoque à propos de France Travail, des sujets qui peuvent faire l'objet de négociations, comme le président de la République l'a indiqué, et la Première ministre a dit, dans le cadre de la présentation de la feuille de route du gouvernement, qu'à la fin de l'année 2023, au début de l'année 2024, il faudra prévoir un 3e projet de loi pour permettre la transposition des accords dont nous souhaitons qu'ils soient adoptés par les partenaires sociaux entre aujourd'hui et la fin de l'année 2023 sur des sujets qui restent à préciser puisque ça relève de l'agenda social que nous leur avons proposé d'élaborer ensemble. Voilà, Madame la Présidente, ce que je pouvais dire au début de cet échange en commission. Je vous remercie d'avoir accepté que m'accompagne Monsieur le Haut-Commissaire, car sa présence me sera très utile pour répondre à un certain nombre de questions, notamment sur la manière dont il a lui-même conduit la concertation et l'élaboration du rapport, en lui redisant devant vous mes remerciements pour la qualité du travail qu'il a accompli avec ses équipes. Très bien, merci bien Monsieur le Ministre. Eh bien, nous allons tout de suite commencer avec les orateurs de groupe, avec le groupe Renaissance, et je passe la parole à Christine Lenabour pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Haut-Commissaire, chers collègues. Permettez-moi de saluer le travail de Monsieur Thibault Guilluy et la démarche de co-construction que vous avez adoptée avec tous les acteurs. Je veux en attester en tant que vice-présidente de l'Union nationale des missions locales et vous en remercie. Le chômage a significativement baissé depuis 2017 et le taux d'emploi a retrouvé un niveau jamais atteint depuis 1970. Pourtant, nous faisons face à un paradoxe difficile à comprendre. Les entreprises rencontrent des difficultés de recrutement et dans le même temps, de nombreuses personnes dépourvues d'emploi peinent à trouver un travail.
Le réseau France Travail que vous proposez a pour objectif une transformation profonde de notre système pour atteindre le plein emploi et permettre un accès à tous à l'autonomie et la dignité par le travail. Accompagner la réussite de toutes les personnes, de toutes les entreprises et de tous les territoires. Nous connaissons l'engagement de tous les acteurs au service de l'inclusion et de l'emploi. Les territoires font souvent preuve d'initiative et d'innovation pour trouver des solutions concrètes, mais notre système fonctionne encore trop souvent en silo. Vous faites le pari de la coopération entre les différents acteurs au niveau national, régional, départemental et local pour mieux se connaître, favoriser le dialogue, mieux repérer les personnes éloignées de l'emploi, aller vers, aller chercher, mieux accompagner et plus rapidement les personnes vers l'emploi et l'autonomie et accompagner les entreprises dans leur recrutement. L'évaluation d'étape de l'accompagnement des jeunes dans le cadre du contrat d'engagement jeune par l'IGAS nous permet d'ores et déjà de voir que les jeunes et les conseillers plébiscitent les 15 à 20 heures d'activité hebdomadaire, ce qui nous servira de modèle pour l'accompagnement des bénéficiaires du RSA. Vous proposez d'embarquer tout l'écosystème en tenant compte des spécificités des territoires, d'apporter une connaissance plus fine et collective des besoins de recrutement, de permettre des formations adaptées. Enfin, vous proposez que France Travail garantisse que plus aucune personne ne reste sans solution. Relever les défis du plein emploi ne sera possible que si tous les acteurs membres des gouvernances politiques et opérationnelles jouent le jeu collectivement de l'investissement social. J'ai 2 questions. Pouvez-vous nous donner votre regard sur les impacts positifs de cet investissement social que vous mettez en avant au regard de son rendement efficient et favorable à l'emploi? Et pouvez-vous nous éclairer sur ce qui est prévu en matière d'investissement dans la formation et en particulier vos préconisations concernant le plan d'investissement dans les compétences, le PIC 2.0? Merci. Très bien, merci bien. Madame Katiana Levavasseur du Rassemblement national. Je vous donne le micro. Allez-y, Madame la députée. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, Monsieur le Haut-Commissaire, vous envisagez de déployer France Travail afin de remplacer Pôle emploi. Vous justifiez ce changement par une refonte organisationnelle. Dans notre pays, le nombre de chômeurs s'élève à 2,2 millions de personnes et le taux de chômage s'élève à 7,2% de la population active. Le taux de chômage est nettement supérieur à la fois pour les jeunes et pour les moins diplômés. Autrement dit, les plus vulnérables sont les plus fragilisés. Et votre réponse est un ajustement organisationnel. Pourtant, les Français attendent davantage que des mots. Ils attendent des actes. Nous avons certes bien reçu vos documents relatifs à France Travail, très fournis, avec des centaines de pages, 99 propositions. Mais concrètement, si Pôle emploi n'a pas rempli ses objectifs de base, en quoi serait-ce différent pour France Travail ? J'ai récemment pris connaissance d'un cas d'un jeune de 24 ans qui a fini une formation de grutier avec Pôle emploi en août dernier, censée lui donner accès au marché de l'emploi. Ce jeune a non pas traversé un trottoir, pour reprendre les mots du président de la République, mais la France entière pour trouver un travail. Avec le chantier des futurs JO, on lui avait fait miroiter un marché de l'emploi facile dans la région et finalement, à part avoir perdu des centaines d'euros en déplacement, il n'a rien trouvé. Pourquoi ? Car pour les entreprises, il n'avait pas assez d'expérience. Aujourd'hui, il relance encore toutes les semaines les agences. Et je ne vous parle pas du cas d'un senior de 54 ans que l'on appelle seulement pour boucher les dents creuses 2 jours par semaine. Monsieur, que comptez-vous faire concrètement faire pour ces millions de Français sur le carreau depuis des mois, soit pas assez expérimentés, soit trop âgés? Dans le prolongement de cette première question, comment allez-vous conditionner le RSA à de l'activité s'il n'y a déjà pas assez d'activité pour ceux qui en cherchent? Je vous remercie. Bien, Monsieur François Ruffin pour la France insoumise NUPES. Bonjour Monsieur le Ministre. Quelle est la grande transformation du marché de l'emploi sous Macron? Ça tient en 3 tableaux qui sont fournis par Eurostat qui nous montrent qu'au niveau de la création de l'emploi sous Macron, on est dans la moyenne européenne avec 2,2%. Qu'en revanche, quand on est sur l'emploi salarié, on est parmi ceux qui créeront le moins d'emplois salariés en Europe et que là où on explose, c'est sur l'emploi non salarié où il n'y a que l'Estonie et la Hongrie qui font mieux que nous. L'emploi non salarié, ce sont les micro-entreprises, 2,4 millions de micro-entreprises créées sous le premier mandat de Macron et qui ne donnent droit ni au chômage, ni à la sécurité sociale, ni à la retraite. Et Pôle emploi envoie quoi aux demandeurs? Je rencontrais encore une demandeuse d'emploi ce midi. Des candidatures qui appelaient opportunités d'emploi, mais en fait, derrière, on dit aux gens de devenir auto-entrepreneurs. Ça pose la question, quand on dit France Travail, de quel travail? Est-ce que c'est ce que nous, on souhaite, des métiers
avec des statuts, des revenus, des droits pour la salariée, de la fierté, de l'utilité, ou bien est-ce que ce sont des bouts de boulot avec des bouches-trous flexibles sur un marché de l'emploi fluide? C'est ma première question. Deuxième question, dans le RMI, il y avait le I pour insertion, le RSA supposait un accompagnement. Il n'a pas lieu, et vous savez que ce n'est pas de la faute des personnes, c'est l'État, ce sont les départements qui, comme le dit la Cour des comptes, 60% des bénéficiaires n'ont pas de contrat d'accompagnement. Vous avez donné un chiffre un peu différent, mais combien de milliers d'embauches vous envisagez à France Travail et dans les services sociaux pour qu'il y ait un accompagnement, pas seulement sur le terrain de l'emploi, mais aussi sur le terrain de la santé, de la famille, du logement, des transports, où vous allez trouver cet argent pour embaucher combien de milliers de personnes là-dessus? Mais ce serait une très bonne chose s'il y avait un véritable accompagnement pour les bénéficiaires du RSA. Troisième chose, vous avez parlé de concertation. Vous savez que le RSA sous condition ne fait pas consensus, loin de là. Vous avez lancé 18 expérimentations territoriales. Elles sont à peine lancées, pas encore démarrées, que vous comptez les généraliser. Il y aurait une autre généralisation possible, ce serait la généralisation de l'emploi garanti, du territoire zéro chômeur. Pourquoi pas avancer plutôt là-dessus, plutôt que sur le RSA sous condition? Monsieur Stéphane Viry, pour les Républicains. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Haut-Commissaire. Vous avez évoqué beaucoup de choses. Et effectivement, la situation de l'emploi, la question du travail porte en creux en fait, la question de notre modèle économique et social et peut-être de sa situation réelle. N'est-on pas à bout de souffle dans cette façon de faire un contrat social dans ce pays? Deux observations peut-être pour commencer, Monsieur le Ministre. On l'a déjà dit, on le redit, pour nous, la place, l'utilité, le sens du travail, de l'activité professionnelle en général, de celles et ceux qui font, qui produisent, qui travaillent, elle est essentielle. Et la question de la reconnaissance de ces personnes-là, elle est capitale. Et d'un autre côté, vous avez effectivement celles et ceux qui sont actuellement hors du champ du travail, par parcours de vie, par situation compliquée. Cette France qui n'est pas dans le travail et qui provoque une fracture sociale entre ces deux Frances. L'objectif de toute la politique publique, me semble-t-il, est de remettre dans un seul dispositif ce sujet-là. Peut-être, effectivement, par votre solution France Travail, on y va. Mais n'y allons pas avec une utopie décalée et n'y allons pas peut-être avec des illusions, comment dirais-je, un peu naïves. La première question, c'est quid de la gouvernance? Concrètement, comment ça va se passer? Qui? Dans quel territoire? Au plus proche de qui? Qui va décider? La deuxième question, Monsieur le Ministre, c'est le financement. Forcément, quand on embarque de tels sujets, on évoque également la formation, les mobilités, le logement, l'insertion professionnelle. Ce sont des budgets distincts, ce sont des collectivités territoriales distinctes. Comment cela va-t-il se passer concrètement? Et la troisième question, c'est l'évaluation du dispositif, son efficacité. Nous sommes favorables, globalement, à la ligne que vous proposez, mais pas à n'importe quelle condition. Pas sans avoir des garanties d'efficacité. Que ça ne soit pas, pardonnez-moi, une usine à gaz, mais que ça soit quelque chose qui dégage de la valeur. Parce que l'essentiel, il est là. On n'a pas le droit de se tromper sur un sujet comme celui-ci, Monsieur le Ministre. Et puis, je dirais enfin, la question du A d'activité, de RSA. Le cœur, il est là. On a davantage parlé, me semble-t-il, d'activité que d'emploi. Pourriez-vous nous en dire davantage sur ce sujet-là? Merci bien. Monsieur Nicolas Turquois pour le groupe démocrate, Modem et Indépendant. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Haut-Commissaire. D'abord, vous saluez pour la qualité du travail, Monsieur le Haut-Commissaire, et la qualité de votre rapport. Au nom du groupe démocrate, nous partageons cette volonté d'aller vers le plein emploi. D'abord car l'emploi est une voie puissante d'inclusion dans notre société, en favorisant la sortie de la pauvreté, l'autonomie, l'émancipation, mais aussi car une économie qui tourne de façon dynamique assure la production de richesses nécessaires au financement de notre modèle social, et enfin, car notre économie manque cruellement de bras. Nous partageons aussi la nécessité d'aller vers chacune des personnes ayant besoin d'un accompagnement, et notamment les allocataires du RSA. Nous sommes particulièrement favorables à des engagements réciproques dans une logique de droits et de devoirs pour les publics demandeurs d'emploi. Cette logique doit être aussi celle d'un suivi, d'un accompagnement adapté à chacun pour lever les freins du retour à l'emploi. Ils peuvent concerner bien sûr la formation, mais aussi les questions de mobilité, de logement ou de garde d'enfants par exemple. Cependant, à ce stade, je voudrais vous faire part de 3 interrogations sur le sujet de France Travail. La question de la gouvernance qui vient d'être citée. Des comités à tous les niveaux, nationaux, régionaux, départementaux, locaux, croisés avec de très nombreux partenaires, me semble plus source de blocage que d'efficacité. On sait combien des rivalités politiques entre régions et gouvernements, entre départements et régions, entre PCI et départements peuvent être bloquants. Comment pourriez-vous nous rassurer sur le sujet? Deuxième point, je suis très sensible à la question de la ruralité.
Or, les freins liés à la mobilité et à la garde d'enfants, ils sont encore plus accrus. Et si on y rajoute la dispersion des personnes ciblées et l'éloignement de l'offre de formation, il est difficile d'envisager une action efficace. La solution distancielle ne me semble pas très pertinente pour des publics souvent en rupture et qui ont surtout besoin de liens. Quelle approche comptez-vous avoir? Dernier point, on ne passe pas soudainement d'une situation de bénéficiaire du RSA à travailleur à plein temps. La reprise du travail se fait souvent progressivement. Or, la méthodologie des attributions des aides sociales est souvent pénalisante face à ce mode de retour à l'emploi. J'ai entendu plusieurs fois que telle offre va me faire perdre mon RSA. Factuellement, c'était vrai, alors que foncièrement, c'est un non-sens pour notre pays et surtout pour le bénéficiaire à moyen terme. Très bien, monsieur. Cette remarque est aussi vraie pour d'autres dispositifs. Merci, comment appréciez-vous cette situation? Je vous remercie. Merci bien. Monsieur Arthur Delaporte pour le groupe socialiste et apparenté NUPES. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Commissaire, chers collègues. Il est plus facile de cibler les allocataires profiteurs que de reconnaître que les pouvoirs publics n'ont pas satisfait à leurs propres obligations et qu'ils n'appliquent pas celles déjà fixées. Ces mots, ce sont ceux de Martin Hirsch, le père du RSA. Vous n'aviez donc pas fini avec les plus fragiles, les plus précaires, fini après la réforme de l'assurance chômage, après la sanction de l'abandon de poste, après l'injuste réforme des retraites, les 64 ans. Voici donc le temps des bénéficiaires du RSA, sur lequel je vais ici me concentrer. Ce sont les prochains à passer sur le billard de votre table de dissection de notre modèle social au nom du sacro-saint plein emploi. Vous souhaitez conditionner une prestation de protection sociale, un minimum social, à des heures d'activité. Ma première question est simple. Vous aviez refusé publiquement sur les retraites de rendre des comptes devant le Parlement. Allez-vous cette fois-ci l'accepter? Ma deuxième question, c'est une question d'humanité. Qu'allez-vous faire lorsqu'une personne ne sera pas en mesure d'accomplir ses 15 heures? Les priver d'une partie de ses 607 généreux euros par mois? Et si elle a des enfants, vous punirez aussi les enfants. La troisième question, c'est une question d'opportunité ou d'opportunisme. Souhaitez-vous renforcer les sanctions, les radiations des bénéficiaires, alors que des dispositifs, vous l'avez dit, existent déjà? Qu'entendez-vous par suspension, remobilisation? Pouvez-vous donner des chiffres précis sur les sanctions à l'heure actuelle, leur montant, leur durée, l'évaluation de l'effet de ces sanctions sur la réinsertion et la lutte contre la pauvreté? Ce discours masque également la grande faiblesse du RSA, l'accompagnement des bénéficiaires, et vous l'avez dit. Ne vise-t-il pas, ce discours, à faire comme si cet accompagnement, comme si les bénéficiaires, étaient responsables de leur précarité, alors même que c'est l'État qui n'a pas mis les moyens, et vous l'avez dit dans votre rapport, monsieur le haut-commissaire, pour les accompagner? La cinquième question porte sur la méthode. Alors que l'État, depuis 20 ans, a laissé aux collectivités le poids non compensé du financement du RSA, cela va-t-il enfin changer? Pourquoi, par ailleurs, sur la méthode, se précipiter alors qu'une expérimentation est en cours? La sixième question, c'est sur les flous. Que deviendront les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi? Les missions locales dans France Travail, qui les pilotera? Qui les financera? La septième partie, c'est sur votre volonté. Pourquoi ne pas améliorer la situation? Pourquoi ne pas, par exemple, indexer le RSA sur l'inflation, alors que vous n'avez revalorisé cette année les minima sociaux que de 1,6%? Enfin, pourquoi ne vous concentrez pas sur la lutte contre le non-recours? Très bien, monsieur le député. Monsieur François Gernigon pour Horizon et apparenté. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Haut-Commissaire. Comme le rapport le démontre, l'adaptation de nos politiques de retour à l'emploi est aujourd'hui une nécessité. Il est crucial d'apporter des accompagnements plus personnalisés pour répondre aux attentes des salariés qui recherchent davantage de sens dans leur travail, ainsi qu'aux besoins des entreprises confrontées à des difficultés de recrutement. L'objectif du plein emploi apparaît enfin réalisable, alors qu'il était durant les dernières décennies perçu comme un rêve lointain et irréaliste. Le retour à l'emploi est la meilleure des solutions pour lutter contre la précarité et améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. France Travail, en tant que réseau unifié et coordonné, renforcera la collaboration entre les différents acteurs de l'emploi et doit permettre d'optimiser notre action et d'offrir un accompagnement mieux adapté et efficace que nous devons à chacun. Sur la question du RSA, nous avons entendu de nombreuses choses, certaines erronées et souvent alarmistes. Aujourd'hui, le retour à l'emploi des titulaires du RSA est insuffisant. Le projet France Travail permettra quant à lui d'aborder cette problématique de manière constructive. En effet, en rendant le bénéficiaire acteur de sa réinsertion et en assurant un accompagnement professionnel qualitatif, nous pourrons contribuer significativement à l'amélioration de la situation des personnes concernées. Enfin, je souhaite aborder la question du retour à l'emploi des seniors. Comme le démontre le rapport, la formation est un levier essentiel pour faciliter leur réinsertion professionnelle. Toutefois, nous devons également encourager les entreprises à reconnaître
et valoriser l'expérience et le savoir-faire des seniors, qui sont une réelle plus-value pour la transmission des compétences et la formation des nouveaux salariés. Ma question est donc la suivante. Comment France Travail compte s'attaquer au défi du retour à l'emploi des seniors et encourager les entreprises, étant donné l'atout considérable qu'ils représentent pour les plus jeunes et pour l'entreprise? Je vous remercie. Merci bien. La parole est à Marie-Charlotte Garin pour le groupe écologiste NUPES. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Commissaire, chers collègues. Nous nous retrouvons à nouveau en commission au lendemain d'un 1er mai à la mobilisation historique pour parler du travail. Pourtant, ces 8 derniers mois, tout semble avoir été fait à l'envers sur cette question. Réforme de l'assurance chômage qui précarise encore davantage les demandeurs d'emploi et met en tension le marché du travail, en tournant le dos au paritarisme. Réforme des retraites dont personne n'a voulu sauf vous et dont personne ne veut toujours pas. Future trappe à la précarité pour les seniors et en particulier les femmes, en piétinant les positions de l'intersyndicale. Et maintenant, France Travail. Monsieur le ministre, avant de vouloir mettre tout le monde au travail et pour plus longtemps, il nous faut avant tout parler des conditions de travail, celles que vous avez refusé d'aborder lors de votre passage en force sur la réforme des retraites et qui ne sont jamais abordées dans le rapport qui nous est présenté. Rien sur la pénibilité, rien sur la représentation collective ou l'égalité entre les femmes et les hommes. Pour rappel, Monsieur le ministre, sur le port de charges lourdes, les postures douloureuses, l'exposition aux produits chimiques et vibrations, la part des salariés français qui y est exposée est toujours supérieure à la moyenne européenne. Alors pourquoi continuer à refuser leur réintégration aux critères de pénibilité? Votre ambition est de vouloir résoudre la crise du travail sans essayer de la comprendre. Ce n'est pas que les Français ne veulent pas travailler. Ils veulent travailler moins, ils veulent travailler mieux, dans de meilleures conditions, être mieux rémunérés et mieux reconnus. Le projet de France Travail consiste à vouloir résoudre la crise de l'emploi via une injonction au travail avec des stages intensifs et par le conditionnement du RSA à des heures d'activité. J'entends votre défense de l'accompagnement, mais notre crainte, c'est qu'avec vous, la protection sociale ne soit plus un droit, mais qu'elle doive se mériter. Monsieur le ministre, dans le cadre du projet France Travail, quels seront précisément le rôle des missions locales? Et que répondez-vous quant à leur crainte de disparaître et de ne plus pouvoir accompagner les jeunes? Pourquoi s'empresser de conditionner le RSA à des heures d'activité alors que les expérimentations sont encore en cours? Pouvez-vous nous éclairer davantage sur la contractualisation systématique et sur les objectifs qu'elle poursuit? Monsieur le ministre, je finirai par une dernière question, mais toujours d'actualité. Quand comptez-vous retirer la réforme des retraites, puisque ce n'est que par ce biais que vous retrouverez une légitimité à ouvrir un dialogue sur la question du travail? Je vous remercie. Monsieur Pierre Dharréville pour le groupe GDR, NUPES. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Haut-Commissaire, chers collègues. On a un petit peu conscience, au moment où nous parlons, d'assister, sinon de participer à une opération « ça y est, j'ai pied ». C'est un peu le storytelling de la page qui se tourne, mais la question de votre crédit pour assumer ce programme copieux que vous nous avez déroulé tout à l'heure reste posée. On se trouve dans la foulée de la réforme, des réformes de l'assurance chômage qui se sont produites. Et en réalité, il s'agit de remplir la coquille France Travail qui avait été annoncée par le candidat Emmanuel Macron lors de sa campagne électorale. France Travail dont on n'est pas sûr d'ailleurs que ça soit bien le mot et qu'il s'agisse bien du travail dont il est question ici. Alors ça soulève pour moi une liste de craintes que je vais vous égrener parce que j'aurai pas le temps de la préciser. Crainte autour de la confusion entre l'assurance chômage et la solidarité nationale à travers ce projet. Crainte d'une logique adéquationniste, principalement mise au service des entreprises. Crainte d'une politique de la contrainte avec ce contrat de non-travail qui est suggéré dans le rapport avec une démarche potentiellement très intrusive. Crainte de ce pilotage par les résultats qui pourrait se traduire par une politique du chiffre dont on connaît déjà les résultats dans le secteur en l'occurrence. Crainte par rapport au financement des besoins nouveaux qui pourraient à nouveau porter sur l'UNEDIC et donc sur ce qui devrait servir pour le versement d'allocations pour les chômeurs et les chômeuses. On parle de passer de 11 à 17%. Qu'en dites-vous? Crainte par rapport à cette gouvernance duale que vous indiquez. Crainte aussi par rapport aux différents acteurs actuels, même si dans le document, il y a un diagnostic que nous partageons. Le reste du diagnostic mériterait d'être beaucoup discuté, mais sur le manque d'emploi pour l'accompagnement et crainte par rapport à la place des acteurs privés, en tout cas celle à laquelle ils pourraient prétendre dans le nouveau dispositif. Merci. Monsieur Olivier Servat pour le groupe Liberté Indépendants Outre-mer et Territoires. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Haut-Commissaire, chers collègues. Depuis la campagne présidentielle, le gouvernement joue volontairement sur une ambiguïté, avec son idée d'imposer une contrepartie au RSA, sans préciser
la forme exacte des 15 à 20 heures d'activité demandées. Les discours discriminants que vous avez ainsi alimentés font beaucoup de mal. Ils dénoncent une responsabilité individuelle, celle du seul demandeur d'emploi, du seul allocataire, alors que nous avons une responsabilité collective. Peut-être que cette audition vous donnera l'opportunité de sortir de cette ambiguïté en nous disant exactement comment votre projet France Travail va réellement accompagner les personnes en recherche d'emploi. L'objectif d'insertion ne doit pas se faire au détriment de la solidarité. Le RSA est d'abord un filet de sécurité pour ne pas sombrer dans la pauvreté. À quoi vont ainsi réellement servir les 15 à 20 heures d'activité? S'agit-il de travail gratuit? C'est non. Si c'est pour améliorer leur accompagnement, il faut alors mieux cibler le public visé et les spécificités de chacun plutôt que de viser les allocataires du RSA de manière générale. Je rappelle que ces derniers sont déjà concernés par des droits, celui d'être accompagnés, et des devoirs, celui de rechercher un emploi. Mais nous consacrons moins de 10% du budget à l'insertion et 60% des bénéficiaires n'ont pas de contrat d'accompagnement signé. Comment votre logique de contrepartie va changer cette situation? En outre, vous défendez une meilleure coopération de tous les acteurs de l'emploi et de l'insertion. Pourquoi pas? Mais alors, une coopération au service des usagers et non pas pour diluer l'expertise des agents qui sont déjà insuffisamment nombreux et peinent à réaliser leur mission. Encore faut-il doter France Travail de moyens à la hauteur. Quel est l'engagement du gouvernement sur ce point crucial? Je vous remercie. Merci bien. Nous avons donc quelques questions et je passe tout de suite la parole à Madame Servan-Hugues. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, Monsieur le Haut-Commissaire, ma question portera sur les personnes les plus éloignées de l'emploi. Alors on pense habituellement aux jeunes sans qualification, également aux allocataires des minima sociaux ou bien aux personnes en situation de handicap, parfois aux seniors. Pourtant, et elles sont bien trop souvent oubliées, les proches aidants sont aussi concernés. Je dis volontairement « elles », vous l'avez compris, car ce sont majoritairement des femmes. Ce sont des mamans qui, parfois seules, s'occupent d'un enfant malade ou un enfant en situation de handicap. Aujourd'hui, près de la moitié des aidants, soit environ 5 millions de personnes en France, aménagent leurs horaires, réduisent leur temps de travail ou cessent totalement leur activité professionnelle. Nous ne pouvons laisser grandir cette rupture avec le monde professionnel pour ces aidants qui sacrifient parfois leurs compétences. Nous devons au contraire leur garantir un soutien et un accompagnement plus que nécessaire et essentiel. Aussi, mes questions sont les suivantes. Comment envisagez-vous l'accès à la formation pour les aidants? Et quels dispositifs sont prévus pour prendre en compte leurs attentes et leur volonté de se maintenir en emploi, mais surtout la spécificité de leur parcours de vie? Je vous remercie. Merci bien. Ah oui, il y a plusieurs questions. Du coup, je pensais qu'il n'y en avait que 7, mais là, je regarde Monsieur le ministre et le haut-commissaire. Madame Isabelle Valentin. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, je n'ai pas vraiment compris ce qu'allait apporter France Travail en termes de valeur. Je reste étonnée de voir qu'il faut attendre la proposition 58 pour favoriser l'adaptation de l'offre aux besoins du marché du travail. La proposition 83 pour renforcer l'attractivité des métiers. Mais que par contre, à la proposition 6, il y a un renforcement de la connaissance par les demandeurs d'emploi des prestations auxquelles ils ont droit. Notre modèle économique et social s'essouffle et la France se fracture. Il devient aujourd'hui essentiel de parler, Monsieur le ministre, de devoirs et de droits plutôt que de droits et de devoirs. Beaucoup d'entreprises ont de peine à recruter dans tous les domaines et dans toutes les catégories socio-professionnelles. Nous savons tous que certains bénéficiaires du RSA sont très et parfois trop éloignés de l'emploi et qu'effectivement, il advient de les accompagner correctement. Mais aujourd'hui, il devient nécessaire d'adapter notre marché du travail. Alors que nous devons travailler plus pour assurer la viabilité de notre système de retraite, je voudrais savoir, Monsieur le ministre, ce que vous pensez d'une plus grande flexibilité du temps de travail. Que pensez-vous de la semaine de 4 jours en 4 fois 10 heures? Que pensez-vous du fait de pouvoir travailler plus et valoriser 5 trimestres par an pour les personnes qui le souhaitent, travailler 45 ou 50 heures hebdomadaires et partir plus tôt à la retraite? Très bien. Madame Fanta-Berreté.
Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Haut-Commissaire. Selon donc les acteurs parisiens de l'emploi, l'un des derniers freins à l'emploi des plus éloignés reste encore et toujours le numérique. On sait que normalement, ce sera moins le cas pour les générations futures. Dans votre engagement numéro 5, formation ciblée pour les plus éloignés, vous nous parlez de la lutte concernant l'électronisme. J'aurais souhaité savoir quelles mesures concrètes vous pensez pouvoir proposer aux personnes qui ont aujourd'hui 40, 50, 55 ans et qui seront certainement les premières à demander des parcours de reconversion dans le cadre du prolongement de la vie professionnelle jusqu'à 64 ans. Merci bien. Madame Justine Gruet. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Haut-Commissaire. Vous connaissez mon attachement au travail comme source d'épanouissement et de structuration de notre société. C'est en effet un sujet de fond important. La France doit gagner en productivité. Il m'apparaissait que la principale problématique de retour à l'emploi ou d'accès à l'emploi pouvait être la mobilité. J'ai donc déposé une proposition de loi en ce sens pour permettre l'obtention du permis de conduire à partir de 16 ans, ce qui faciliterait les voies d'apprentissage et de professionnalisation courtes. Ensuite, je m'interroge sur le déploiement de France Travail, alors qu'actuellement, nous avons 3 acteurs, Pôle emploi, Cap emploi sur les situations de handicap et Mission locale pour les jeunes. Je m'interroge sur cette volonté de centralisation, alors que chaque organisme assure ses missions avec efficience et conscience. On a déjà une forme de déstabilisation et de lourdeur administrative par le remplacement de la garantie jeune en contrat engagement jeune, qui nécessite un suivi inadapté des jeunes, avec une usine à gaz administrative, plutôt que du temps passé auprès du public bénéficiaire. Pouvez-vous donc nous garantir que l'on ne va pas ajouter une couche supplémentaire de gestion administrative peu efficace ? Et je m'interroge pourquoi éloigner un peu plus la gouvernance du retour à l'emploi alors que les structures plus locales ont cette proximité de mise en réseau avec les entreprises et de structuration de la formation. Ensuite, n'ayons peut-être pas peur d'avoir l'audace de fermer certaines filières pour se tourner réellement vers les métiers de l'avenir et surtout basés sur les besoins locaux de chaque territoire. Je vous remercie de ce temps d'échange. Merci bien. Madame Charlotte Parmentier-Lecocq. Oui, merci Madame la Présidente. Je voudrais saluer l'ambition de Monsieur le Ministre vers ce plein emploi, parce que le travail, c'est un vrai levier d'émancipation auquel nous croyons. Merci de continuer à faire reculer le chômage et merci à vous et au commissaire pour les propositions que vous formulez. Moi, sur ma circonscription, j'ai énormément d'employeurs qui m'interpellent régulièrement parce qu'ils ont des difficultés à recruter. Et donc, j'invite mes collègues de la NUPES à rencontrer aussi des employeurs parce que c'est très, très loin de ce que vous avez essayé de décrire en faisant croire que le recul du chômage était basé sur des créations d'auto-entreprises. On a de grosses entreprises, on a des gigafactories dans le Nord qui arrivent, qui ont des besoins en recrutement, des TPE, des PME. Je vous invite aussi à rencontrer les travailleurs sociaux de l'insertion professionnelle, des associations du département, parce que quand j'entends que vous dites qu'il n'y a pas de vrai accompagnement des bénéficiaires du RSA, je pense que vous ne voyez absolument pas tout ce qu'ils font. Et je vous invite à le faire dans le Nord, parce que dans le Nord, depuis déjà 2018, dans le cadre du plan pauvreté, il y a des coachs emploi qui sont financés grâce à l'État, qui font des vraies actions d'accompagnement, qui redonnent confiance aux demandeurs d'emploi. J'étais récemment dans ma circonscription, ils organisaient par exemple un repas préparé par les employeurs et des bénéficiaires du RSA pour permettre de la création de liens et reprendre confiance en soi et démystifier un petit peu ce qu'est un employeur. Donc je crois qu'il faut continuer à soutenir ces initiatives et je pense que France Travail va vraiment donner un coup d'accélérateur à tout ça, loin des caricatures que vous essayez de donner. Il faut donc continuer à lever les freins à l'emploi en particulier. Moi, je souhaitais savoir quelles mesures en particulier permettront, grâce à ces propositions, de lever les freins à la mobilité, au logement, à la garde d'enfants, et aussi quelles mesures permettront de renforcer l'attractivité des métiers, en particulier dans les premiers mois où on peut perdre certaines aides, et ce qui constitue quand même un frein pour les demandeurs d'emploi. Merci. Très bien, merci bien. Monsieur Yannick Neuder. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Haut-Commissaire, merci pour votre présentation
clair de vos propositions. Cependant, vous avez dit un certain nombre de choses qui sont finalement assez inquiétantes, comme près de 340 000 allocataires du RSA qui ont finalement aucun suivi, j'ose dire peut-être aucun contrôle, ou en tout cas on ne peut s'assurer vraiment de leur volonté de reprendre un travail, et c'est quelque chose d'important. Et je pense que nous vivons quand même dans un pays fortement fracturé, avec différents modes de fracture, mais notamment une fracture entre ceux qui travaillent, qui produisent de la valeur et qui ont finalement le sentiment de n'avoir droit à rien, si ce n'est que de payer par rapport à peut-être d'autres qui font moins d'efforts et qui finalement profitent tout autant de ce système. Donc, est-ce que France Travail va régler ce problème-là? Je ne sais pas. En tout cas, on veut être vigilant et constater que ça va dans le beau sens, mais attention de ne pas avoir une usine à gaz, surtout qui détruirait un certain nombre de choses qui fonctionnent. Vous avez donné la compétence orientation aux régions. Qu'en est-il exactement de ce transfert de compétences à l'aune de ce rapport sur notamment la formation en général, la formation professionnelle et l'emploi? Sur le bloc communal, les maires, les présidents d'EPCI sont au cœur de ces actions. C'est souvent ces mêmes élus qui président nos missions locales, sur lesquelles on s'est souvent beaucoup battu en ruralité pour maintenir nos trentaines de pôles emploi, pour maintenir nos missions locales. Je ne vous cache pas qu'issus de ce secteur de la ruralité, on ne voudrait pas que ces guichets uniques fassent disparaître ces points de proximité sur lesquels on s'est battu beaucoup pour pouvoir les sauvegarder. Je vous évoque mes craintes. Et dernièrement, et prochainement, est-ce que finalement ce n'est pas un acte de décentralisation plus vague, puisque ça a été dit, ces questions d'insertion sont en lien avec la mobilité, la garde d'enfants. Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin avec un acte de décentralisation plus fort? Je vous remercie. Très bien. La parole est à Monsieur Philippe Vigier. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre et Monsieur le Haut-Commissaire, au travers de mon interrogation, je voudrais souligner deux choses. D'abord, moi je pense au public des hommes et ces femmes, des RSA, pour lesquels il y a eu ici de nombreuses paroles dans lesquelles on dit qu'ils sont abandonnés, ils ne sont pas accompagnés. Alors, il y a deux attitudes. Soit on dit que tout change pour que rien ne change, selon un bon film que chacun connaît, soit on essaye de tenter quelque chose. Alors, ce que je trouve positif dans votre démarche, c'est l'idée enfin de mettre l'accompagnement. Tout le monde l'a souligné, cette insuffisance. Tout le monde a souligné que ces hommes et ces femmes, eh bien, la décence pour eux, c'est de leur trouver un boulot et de leur donner un sens à la vie de tous les jours. Alors, une fois la gouvernance qui a été évoquée par plusieurs collègues, parce que ayez la souplesse d'adapter la gouvernance au territoire. Il y a des habitudes prises. Ce qui marche à un endroit ne marche pas à l'autre. Donc ne cassez pas le jeu et faites en sorte que ce qui a été créé soit conforté. Et la deuxième démarche, n'oubliez jamais le fait qu'un emploi, une formation, ça ne suffit pas. C'est se loger, c'est garder les enfants et c'est la mobilité. Donc comment allez-vous associer par exemple les régions sur la mobilité pour les autorités qui ne sont pas organisatrices? Comment allez-vous mobiliser les bailleurs sociaux pour les logements? Et donc j'appelle de mes voeux au sein de la maille territoriale, eh bien, tous ces acteurs soient là. Et enfin, le dernier mot, pouvez-nous garantir les moyens qui seront donnés pour l'accompagnement? Je me rappelle du plan Borloo-Villepin, vous vous en souvenez, au début des années 2005. On s'était aperçu à l'époque, avec le fait qu'on voyait les chômeurs tous les 15 jours, voire tous les mois, on a eu des effets très significatifs au bout de quelques mois. Très bien. La parole est à Freddy Certa. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je tenais en préambule à saluer votre ambition que je partage sur cette politique volontariste du plein emploi, la qualité de la mission de préfiguration ainsi que le rapport rédigé par le haut-commissaire Guilly, ici présent, et la démarche de co-construction menée avec l'ensemble des acteurs territoriaux de l'emploi. Les missions locales sont au cœur des dispositifs territoriaux d'accompagnement et de soutien des jeunes vers l'emploi et l'autonomie. Et celles-ci obtiendront demain le statut d'opérateur France Travail. Cette évolution conduira de facto à une évolution de la gouvernance de ces structures. Pourriez-vous nous en présenter les modalités? Je vous en remercie. Merci bien. La parole est à Monsieur Didier Legac. Merci Madame la Présidente. Alors à mon tour aussi, effectivement, je me réjouis bien évidemment de la création de France Travail qui a pour but de contribuer à l'objectif de plein emploi. Je considère, mais je ne suis pas le seul ici dans la salle, que bien évidemment, pour moi, le travail reste un facteur fort d'émancipation et de dignité, même si bien évidemment ce n'est pas le seul facteur, ça reste un facteur fort d'émancipation et donc tout ce qui peut contribuer à aller vers le plein emploi est une bonne nouvelle. Vous avez eu raison de souligner, Monsieur le Ministre,
puisque autour de l'emploi, eh bien, souvent, on ne peut pas y aller directement parce qu'il y a des questions périphériques à l'emploi qu'il faut régler d'abord. On l'a dit, répété, le logement, la santé, la formation. Donc j'avais des questions sur la gouvernance, mais il y en a eu plusieurs. Alors je pense que vous allez y répondre, parce que c'est vrai que pour le moment, on voit qu'il y a beaucoup d'acteurs, mais on se demande un peu qui va être le patron dans cette affaire. Et puis une question qui est un peu une forme de crainte que je voulais partager avec vous. Je voudrais être sûr qu'il n'y ait pas ou peu de recours au cabinet extérieur, l'externalisation. Ça s'est fait beaucoup par Pôle emploi pendant un moment, des cabinets de coaching, avec plus ou moins de bonheur, plus ou moins de succès, et ça a coûté très cher. Donc je pense qu'il faut faire attention à ce genre de pratique. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Paul Christophe. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Commissaire. Je souscris bien évidemment pleinement, comme vous, à l'idée de renforcer l'accompagnement des allocataires du RSA. Cela impose bien évidemment un accompagnement personnalisé en termes d'insertion et de formation, mais sans négliger bien entendu l'accompagnement social indispensable, et notamment sur la question de ce qu'on appelle communément les freins périphériques à l'emploi, que ce soit en matière de mobilité, d'émergement, ou encore sur les questions de mode de garde des enfants, notamment sur ce qu'on appelle également les horaires atypiques. Dans le département du Nord, cela repose sur un binôme travailleur social coach emploi qui démontre tous les jours son efficacité. Et pour répondre d'ailleurs à notre collègue François Ruffin sur la question du financement, je rappelle que le premier motif de satisfaction lorsqu'un allocataire retrouve un emploi, eh c'est finalement sa dignité et sa fierté retrouvée, celle de vivre de son premier travail. Le second étant finalement les marges de manœuvre qui sont ainsi retrouvées pour à la fois financer et améliorer cet accompagnement social, mais aussi finalement améliorer les prestations sociales assurées par le département au profit des concitoyens nécessiteux. Je voudrais simplement vous interroger à nouveau sur la question donc des auto-entrepreneurs, puisqu'on remarque aujourd'hui que bon nombre n'arrivent pas à vivre finalement de leur activité et doivent à nouveau bénéficier du RSA. Donc en soi, comment, selon vous, pourrait-on améliorer l'accompagnement de ces activités-là, soit pour leur permettre de vivre pleinement de l'activité d'auto-entrepreneur ou de se réorienter avec le concours donc, des services compétents. Merci bien. La parole est à Madame Prisca Thévenot. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Monsieur le Haut-Commissaire, tout d'abord, effectivement, je vais partager le constat d'un certain nombre de mes collègues. Nous vous remercions pour le travail et la qualité du rapport proposé aujourd'hui et l'ambition très claire, nette, affichée. Nous devons effectivement ensemble répondre à un paradoxe, celui qu'une partie des entreprises aujourd'hui peine à recruter et celui qu'une partie encore aujourd'hui des Françaises et des Françaises peine à s'insérer dans le marché travail. Face à cela, le rapport propose des mesures très concrètes, loin d'ambitions rêvées, des réalités de terrain. Ces réalités, je les salue. Je me permets d'attirer en revanche votre attention sur la nécessité de bien veiller à ne pas oublier les réalités du halo du travail, du chômage, qui concernent majoritairement malheureusement les femmes. Monsieur le ministre, vous avez cité les sujets de problématiques de garde, problématiques aussi sur les enjeux de santé, certaines spécifiques aux femmes. Ainsi, pour être plus concret dans nos échanges à venir, que je sais riches et intenses, pourriez-vous nous apporter quelques éléments bien spécifiques sur cela dans vos réponses? Je vous remercie. Merci bien. Madame Anne Bergantz. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le haut fonctionnaire. Il a été évoqué, haut commissaire, pardon. Il a été évoqué ce constat paradoxal entre les difficultés que rencontrent nos entreprises pour trouver les salariés dont elles ont besoin et les demandeurs d'emploi à trouver un emploi. C'est un problème encore plus criant chez les jeunes, avec un taux de chômage de presque 17,4% contre 7,2% pour l'ensemble de la population, avec une double peine pour ceux sortant du lycée professionnel, dont seulement 4 sur 10 occupent un emploi un an après la fin de leurs études. Concernant cette difficulté particulière d'accès à l'emploi des jeunes, il y a la question de la formation, bien sûr, proposée par les lycées professionnels, mais aussi, sans doute, le manque de savoir-faire et de savoir-être de ces jeunes dans la recherche d'emploi. Et cela s'apprend, et sans aucun doute, au plus près de la fin des études.
Vous l'abordez dans votre rapport, Monsieur Guilluy. J'ai noté notamment la proposition numéro 46 qui consiste, pour rappel, à proposer aux jeunes en dernière année de lycée professionnel ou en fin de parcours universitaire des accompagnements adaptés à la recherche de leur premier emploi. Cela va dans le bon sens indéniablement. Et est-ce que cette proposition est une piste de réflexion dans le futur, dans le cadre de France Travail? Je vous remercie. Merci bien. Madame Monique Iborra. Merci Madame la Présidente. Quand on arrive en fin de liste, il faut être rapide. Je vais essayer de l'être. 2 questions. Sur le plan opérationnel, c'est peut-être un peu tôt pour l'évoquer, mais je préfère l'évoquer quand même. Est-ce que... Pardon. Voilà. Ah oui, pardon. Oui. Est-ce que l'inscription des allocataires du RSA, qui va être donc obligatoire à France Travail, suppose qu'un accompagnement intensif et spécifique à ces publics, par qui sera-t-il réalisé cet accompagnement? Et sera-t-il délégué aux départements ou aux intercommunalités qui eux-mêmes, comme d'habitude, les délègueront aux acteurs habituels? Ça, c'est la première question. La deuxième, vous créez le contrat d'engagement pour ces publics ainsi que la suspension remobilisation, qui est donc applicable aux allocataires. Quelles mesures envisagez-vous en contrepartie applicables aux collectivités locales partenaires, opérationnelles et donc responsables d'une certaine manière des résultats obtenus? Très bien. Madame Nicole Dubré-Chirat. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Haut-Commissaire. Le cœur de notre engagement, c'est d'accompagner chaque Français vers l'emploi et aider les entreprises à recruter. Vos recommandations devraient permettre cet accompagnement plus efficace, intensif et accessible pour les demandeurs d'emploi comme pour les chefs d'entreprise. S'agissant des personnes rencontrant le plus de difficultés à retrouver un emploi, vous proposez d'aller vers, avec des portefeuilles de conseillers dédiés à cet accompagnement intensif, réduit à quelques dizaines de personnes suivies pour permettre cet accompagnement de qualité. C'est une bonne nouvelle. Cette mesure avait déjà été tentée, mais quelle est la taille des portefeuilles des conseillers aujourd'hui, alors que les chiffres varient du simple au triple en fonction des agences et des territoires? Vous préconisez aussi une baisse de délai entre l'inscription à la CAF et le premier entretien d'accompagnement, de 3 à 1 mois pour les bénéficiaires du RSA. Avons-nous les capacités humaines et techniques pour diminuer ce délai, qui serait un avantage pour les demandeurs d'emploi? Ces mêmes demandeurs d'emploi dans les grandes villes sont déstabilisés par les changements de conseillers ou par la difficulté de rencontrer en présentiel quelqu'un. Le tout numérique, au-delà d'une accessibilité pas nécessairement à la portée de tous, ne favorise pas le lien social et est un facteur d'isolement supplémentaire. Il nous faut tenir compte de l'électronisme qui touche 20% de la population. Le principe du référent unique est-il une réponse suffisante? La proposition 84 recommande de sensibiliser et mobiliser un maximum d'entreprises pour développer des pratiques de recrutement plus inclusives, notamment celles des seniors. Peut-on faire un lien avec les propositions faites dans la réforme des retraites? Tutorat, décharge progressive d'activité, retraite progressive, cumul emploi-retraite. D'autre part, je suis sur un département qui a un taux de chômage de 4%, avec des entreprises qui perdent à recruter dans tous les secteurs, qui ne passent pas par Pôle emploi, qui affichent sur le bord des routes. Et du coup, nous constatons qu'on a un public restant extrêmement éloigné de l'emploi, avec parfois des troubles psychologiques qui sont une limite aussi à l'insertion et pour lesquels les associations aussi peinent à faire cet accompagnement pour remettre un pied à l'étrier dans l'emploi, avec des problèmes de capacité, de rythme et de mobilité de logement qui ont déjà été évoqués. Et puis quelques actes discriminants, je dirais, que sont l'âge, effectivement, quelques expérimentations comme la semaine de 4 jours ou le télétravail renforcé qui creusent des inégalités entre les métiers et entre certaines entreprises. Et puis l'accès à la santé, vous avez parlé de la prévention. Cependant, on fait face à une difficulté à retrouver des médecins du travail. Très bien, si merci bien. présentes. 2 minutes 45. Là, vous avez explosé les compteurs. Madame Joëlle Mélin. J'ai pas regardé le compteur. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Mais à culpa. Madame Mélin, elle va faire. Vous allez voir, elle va respecter le timing. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Haut-Commissaire.
Après la fusion jamais totalement harmonisée, quoi qu'on en dise, de la NPE avec les ACDIC, vous voulez coordonner dans une structure unique les actions déjà existantes de collaboration avec les régions en matière de formation initiale ou continue d'adultes souvent désemparés, avec les départements pour renvoyer à l'emploi les 2/3 d'allocataires du RSA qui restent éloignés du travail, et ça c'était déjà les prévisions de Martin Hirsch à la création du RSA, et au plus au large, vous voulez coordonner avec les missions locales des jeunes. Mais c'est déjà ce que font les agences locales de Pôle emploi. Il est clair que tant que le cumul de différentes aides personnelles ou de couple sont apparemment plus lucratives que les revenus du travail payés au SMIC, vous risquez de vous tromper de méthode et de cible. En tout état de cause, nous sommes loin d'une grande politique de l'emploi et encore plus éloignés d'une grande politique du plein emploi. Tout au plus, vous prenez le risque d'une rigidification d'une démarche actuellement pilotée par des agences locales qui, je le dois dire, pour les avoir vues et à l'intérieur les avoir interrogées, connaissent bien leur territoire et connaissent bien leur métier. Ma question est la suivante. Comment comptez-vous évaluer la plus-value des expérimentations prévues sur 18 départements? Merci beaucoup. Très bien, merci bien. Monsieur Fabien Di Filippo, je croyais que c'était le dernier, mais Madame Cornelou s'est rajoutée, donc ce sera l'avant-dernier. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, effectivement, alors on voit beaucoup de communication politique derrière cette volonté de réunir un certain nombre d'acteurs de l'emploi et de créer France Travail, mais c'est la volonté politique derrière qui est la plus importante. Et moi, je souhaitais attirer votre attention sur 2 points. Le premier, un collègue en a parlé. Il faut pas mettre de côté le travail d'un certain nombre d'associations qui font de l'insertion professionnelle au niveau de nos territoires et qui s'occupent, vous savez, de tous ces paramètres extra-professionnels qui souvent limitent l'insertion. Je veux parler des personnes qui peinent à se loger, à gérer un budget, à se déplacer dans la ruralité, et ce n'est pas une mince à faire, à passer le permis de conduire, etc. Et il ne faut pas marginaliser toutes ces associations parce qu'on est aujourd'hui dans certains territoires à un taux de chômage où on travaille vraiment avec les publics les plus éloignés de l'emploi. Donc il y a un arrière-plan social qu'on ne peut pas mettre de côté. Et puis le deuxième point qui est très important, c'est celui de l'écart de revenus entre l'inactivité et le travail. On ne peut plus ignorer dans notre pays que dans un certain nombre de situations familiales, eh bien, le fait de reprendre une activité au SMIC pour un certain nombre de bénéficiaires de minima sociaux et de prestations familiales équivaut à perdre des revenus, surtout si l'on prend en compte la nécessité de se déplacer, de garder des enfants, les coûts annexes. Et donc, je souhaite vous interroger aussi, parce que la création de France Travail ne suffit pas en soi, où est la volonté politique de mettre fin à ces situations où l'assistanat paye davantage que le travail? Merci beaucoup. Très bien. Madame Josiane Cornelou. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Haut-Commissaire. Aller vers le plein emploi et permettre ainsi l'accès de tous à l'autonomie et la dignité par le travail doit être une priorité. Le travail permet l'émancipation et aujourd'hui, cela a été dit, et je cautionne parfaitement cela, nous avons une vraie fracture sur le terrain entre ceux qui travaillent et ceux qui bénéficient du RSA. Ce sont 2 mondes qui s'affrontent, avec les premiers qui ne se trouvent pas reconnus, valorisés, et des bénéficiaires du RSA qui sont pointés par une multitude d'entreprises qui aujourd'hui peinent à recruter. Il est indispensable de réconcilier ces 2 mondes. Alors nous avons certes, et cela a été évoqué également, un grand nombre d'acteurs qui interviennent dans ce champ, et je ne peux que cautionner le souhait d'une meilleure coopération entre tous, partager des fichiers notamment par un accompagnement plus global et plus personnalisé dans une logique d'emploi. Lever les freins est une vraie nécessité pour permettre le retour à l'emploi, et ils sont nombreux en termes de logement, en termes de mobilité, en termes de garde d'enfants. Mais comment comptez-vous faire, puisque très souvent, et je parle particulièrement des territoires ruraux que je connais bien, l'offre n'est pas là. Pour lever les freins de mobilité, pour lever les freins de logement, et notamment de petits logements, pour lever les freins liés à des modes de garde, eh bien, nous avons une offre qui est très insuffisante en termes de places de crèche, en termes d'assistants maternels. Par ailleurs, 18 départements se sont lancés dans l'expérimentation. D'autres départements déploient le SPIE, comme le mien, la Saône-et-Loire. Qui dit expérimentation dit évaluation à l'issue. Comment est-ce que toutes ces évaluations, les points positifs, mais aussi certainement les freins, vont être intégrés dans France Travail? Et puis, une question qui rejoint celle de mes collègues.
vers qui vont aller les financements et quelle sera la place des départements qui me paraissent être un acteur de proximité indispensable. Merci. Merci bien. Eh bien, après ces très nombreuses questions, Monsieur le ministre et Monsieur le haut-commissaire, je vous passe la parole. Merci Madame la Présidente. Effectivement, de nombreuses questions, mais peut-être que ces nombreuses questions montrent aussi l'ampleur du défi, parce que nous avons franchi une première marche en passant de 9,5 à un peu plus de 7%, et le passage de 7 à 5% est une autre paire de manches, pour la familiarité, dans la mesure où nous le savons, en termes d'adéquation territoriale, c'est-à-dire de présence de demandeurs d'emploi, de personnel formé sur un territoire qui recrute, et d'adéquation des compétences entre les demandeurs d'emploi et les entreprises qui recrutent, il y a un énorme défi à relever. De la même manière, la question des freins à l'emploi, qui a été évoquée par la quasi-totalité des intervenants, est une question majeure. Ça renvoie au logement, ça renvoie à la mobilité, ça renvoie à la garde d'enfants, pour les 3 principaux freins identifiés, et dire que le seul ministère du Travail et la seule création de France Travail suffirait à lever tous ces freins serait évidemment un mensonge, voire une illusion. Nous considérons que c'est d'abord un travail interministériel, mais plus qu'interministériel, c'est un travail de partenariat et je pense d'engagement avec chacun des niveaux de collectivité territoriale, avec chacun des acteurs. Et au risque de commencer par l'avant-dernier intervenant dans l'ordre des prises de parole, quand M. Di Filippo dit qu'un grand nombre d'associations sont très actives pour lever ces freins, c'est vrai, et il n'y a aucune raison dans le rapport comme dans ce que nous envisageons, bien au contraire, de les remettre en cause, ni de les déstabiliser. Ce travail est utile et il répond parfois à des problématiques très locales, par des solutions aussi très locales qui permettent de lever ces freins. Donc continuons à le faire. Et je le répète, dire que la seule création, la seule réforme du réseau suffirait à lever ces freins serait illusoire, et si c'était le cas, je pense que cela aurait déjà été fait. Deuxième sujet que je vais aborder de manière liminaire, la question des financements. Il y a dans le rapport tel qu'il nous a été remis une estimation des besoins entre 2,3 et 2,7 milliards d'euros sur les 3 prochaines années, des crédits qui pourraient être consacrés à la fois au financement de la formation, au recrutement de conseillers pour l'insertion et l'accompagnement professionnel, et avec une volonté de flécher une partie de ces crédits vers les principaux acteurs de l'insertion, que sont les départements. C'est un point que j'ai évoqué avec le président de l'ADF. Vous dire aujourd'hui, alors même que nous n'avons pas encore ouvert ces concertations sur le texte de loi en tant que tel, quel est le quantum exact et comment tout cela est fléché, je parle de crédit d'État qui serait alloué à la politique de l'emploi, et c'est évidemment prématuré. Nous aurons par ailleurs, et cela a été dit, la nécessité de parler avec les partenaires sociaux sur ces modalités de financement. Il y a un certain nombre de dispositions dans la convention tripartite État-Pôle emploi UNEDIC qui prévoit d'ores et déjà un financement par un prélèvement de 11% des recettes de l'UNEDIC pour financer Pôle emploi qui demain deviendra France Travail. Lorsque, tout à l'heure, je crois que c'est M. Daréville, a évoqué le fait que ça pourrait passer à 17%. Très franchement, monsieur le député, je ne sais pas d'où sort ce chiffre, puisque oui, mais ça s'appelle un produit en croix, monsieur le député, et ça ne vaut pas arbitrage ni interministériel, ni loi de finances, ni loi de financement de la sécurité sociale. Et donc, nous n'avons pas encore ouvert les discussions sur le renouvellement de la convention tripartite. Donc, ça fait partie des sujets que nous aurons à aborder, mais annoncer des chiffres aujourd'hui n'est pas possible pour ma part et ne relève pas d'une quelconque forme de réalité pour le reste. Sur les autres aspects qui ont été évoqués, je voudrais d'abord souligner que nous partageons un certain nombre d'objectifs, et notamment un objectif pour ce qui concerne le rôle des missions locales. Ça a été évoqué par Christine Ledabour en première intervention, et beaucoup d'entre vous l'ont évoqué. Les missions locales, aujourd'hui, travaillent, font l'objet d'une mobilisation extrêmement forte de la part de l'État, à tel point que nous avons confié le principal outil en matière d'insertion des jeunes sans emploi ni formation, le contrat engagement jeune, pour 2/3 de son volume, c'est-à-dire 200 000 contrats, au réseau des missions locales. Nous avons accompagné cette politique d'une augmentation des moyens alloués par l'État aux missions locales, qui dépasse aujourd'hui les 600 millions d'euros. Et il a été question, il y a peut-être 5 ou 6 ans, de projets de rapprochement entre Pôle emploi et les missions locales. Ça n'est absolument pas notre projet. Les missions locales garderont la gouvernance qu'elles connaissent aujourd'hui. Les missions locales ne deviennent pas des opérateurs d'État. Et les missions locales, pour ce qui concerne leur propre financement, ne seront pas conventionnées avec France Travail, l'opérateur France Travail, mais avec l'État, comme c'est le cas aujourd'hui. Et ces questions, ces interrogations ont été relayées par l'Union nationale des missions locales. Nous avons apporté ces réponses et le 21 avril dernier,
l'Union nationale des missions locales a publié un communiqué pour dire que réponse avait été apportée à leurs interrogations, notamment sur leur place, leur rôle d'opérateur spécialisé et d'acteur central pour les questions relatives à la jeunesse. Sur un certain nombre d'autres aspects, notamment la question de l'activité ou de l'insertion. C'est notamment M. Ruffin qui reprenait un certain nombre des chiffres que j'ai avancés. Vous évoquiez, M. Ruffin, 60% d'allocataires qui ne font pas l'objet d'un contrat d'engagement réciproque, qui n'ont pas signé de contrat d'engagement réciproque. Je suis à 57, c'est l'épaisseur du trait. Il y a un autre chiffre qui a été pointé par la Cour des comptes, que je voulais souligner au début de mon propos, que je n'ai pas fait, qui est un chiffre qui signe finalement une forme d'échec collectif dont personne ne peut se féliciter. La Cour des comptes a regardé ce que devenaient les allocataires du RSA 7 ans après leur première inscription. 42% d'entre eux sont encore au RSA, soit de manière continue, soit de manière intermittente. 33% seulement sont en emploi, et sur ces 33%, 22 occupent un emploi considéré comme précaire et 11 un emploi stable. Et pour le reste, parce que 42 et 33 n'arrivent pas à 100, il y a des départs à la retraite, il y a malheureusement des décès pour un nombre minime, mais ils comptent statistiquement, et il y a des bascules ou des basculements vers d'autres types d'accompagnement, et notamment l'AAH. Je pense que personne ne peut se féliciter du fait que 4 allocataires sur 10 sont encore allocataires du RSA 7 ans après, et que seulement 3 sur 10 aient eu accès à un emploi, et parfois, pour les 2 tiers d'entre eux, un emploi qui n'est pas un emploi particulièrement stable. Notre objectif, dans aucun cas, je l'ai dit et je le répète, le travail gratuit ou le bénévolat obligatoire. Notre objectif est bien d'accompagner vers l'emploi, et tout ce que nous avons vu, à la fois dans la mise en œuvre du contrat engagement jeune, comme ce que nous avons vu dans d'autres modèles à l'échelle européenne, montre que c'est la question de l'accompagnement qui permet de répondre aux défis du retour à l'emploi. Et les moyens que j'évoquais tout à l'heure en réponse notamment à M. Dharréville, mais pas seulement, visent aussi à faire en sorte que l'accompagnement soit plus intensif. Et le calibrage des moyens, mais on va rentrer ensuite dans des arbitrages budgétaires, déterminera la part des allocataires du RSA pour lesquels nous pourrons avoir un calibrage intensif. Et bien évidemment que les contreparties ou les engagements attendus dépendent aussi de l'intensité et de la qualité de l'accompagnement qui est accompagné. Vraiment, le but, c'est le retour à l'emploi. Et nous savons que les actions de formation comme d'accompagnement sont déterminantes. Je prends un seul chiffre pour l'illustrer, mais qui relève de la formation. Lorsqu'on regarde les demandeurs d'emploi seniors, le fait d'être accompagnés et de bénéficier de formation dans le cadre du PIC augmente de 17 points leur taux de retour à l'emploi, contre 9 points pour la population générale faisant l'objet ou bénéficiant d'une formation au titre du PIC. C'est ce vers quoi nous allons aller. Sur la question des auto-entrepreneurs, il y a 2 sujets que vous avez abordés, un autre qui a été abordé après, notamment par M. Christophe, sur le cumul auto-entrepreneur RSA. Nous avons un désaccord en réalité sur la manière de créer des droits pour les auto-entrepreneurs et les indépendants. Et le choix que nous avons fait est celui plutôt de la présomption d'indépendance. Je fais le lien avec le travail de plateforme qui donne ses premiers effets. Je souhaite que ça puisse aller plus loin, alors que vous, si j'ai bien compris, faites plutôt le choix de la présomption du salariat. Il a été évoqué aussi, je fais une association d'idées, si je ne cite pas tout le monde au fil du propos, le fait qu'aujourd'hui, tant pour le RMI que le RSA, les efforts en matière d'insertion ne sont pas suffisants. C'est une réalité. Il y a plein d'explications à cela, et notamment les distorsions dans la prise en charge d'une partie de l'allocation par l'État. Ce n'est pas un phénomène nouveau que de voir les clés de compensation ne pas être strictement respectées par rapport à ce qui était voté en 2004. Et c'est d'ailleurs dès 2005 que ça s'était constaté. Il y avait, avant 2004, une forme d'obligation qui était faite au département, qui consistait à allouer entre 16 et 17% du total du budget aux actions d'insertion. Lors de la décentralisation du RSA, cette obligation a été supprimée. Et aujourd'hui, nous sommes à moins de 10% des crédits qui sont consacrés à l'insertion. C'est aussi à cette situation-là que nous voulons répondre, et cette situation que nous voulons inverser, pour faire en sorte que le retour à l'emploi soit permis justement par les actions d'insertion et de coordination. Sur les questions de gouvernance, Thibaut Gully y reviendra, mais l'objectif est véritablement de simplifier. J'ai bien conscience qu'en disant un niveau national, régional, départemental et infradépartemental, ça peut paraître une forme de complexité, mais quand on sait qu'aujourd'hui, il y a 20 niveaux de gouvernance et que nous voulons passer à 4, je crois que c'est l'illustration d'un vrai travail de simplification avec un parti pris qui est d'associer les collectivités à l'État dans un cadre où l'État garde la compétence en matière de politique de l'emploi et de politique d'accompagnement des demandeurs d'emploi au niveau national, mais le haut-commissaire y reviendra. Sur la question de l'évaluation, c'est évidemment une priorité, mais là aussi le haut-commissaire y reviendra. Évaluation de France Travail, mais je dis un mot de l'évaluation des expérimentations qui sont ouvertes, puisque ces 18 expérimentations sont ouvertes, et certains d'entre vous ont dit, mais comment est-ce que vous allez faire pour articuler
le vote d'une loi à l'été 2023 avec des expérimentations qui courent jusqu'à la fin de l'année. La loi ne fixera pas les modalités d'accompagnement. Dans le rapport tel qu'il m'a été remis, page 265, il y a des exemples de référentiels d'accompagnement et vous verrez que ça n'est pas du travail gratuit, du bénévolat obligatoire. Mais tout ça relève de la gestion et dans le pire des cas, si je puis dire, du réglementaire et pas de la loi. Et donc l'évaluation des expérimentations, leur généralisation, l'échange de bonnes pratiques appuyées sur ces expérimentations permettront de faire évoluer les modalités sans que nous ayons besoin d'inscrire dans la loi les modalités de l'accompagnement. C'est d'ailleurs un engagement que j'ai pris avec le président des départements de France pour ne pas figer les modalités. Ça serait d'ailleurs assez contre-productif. Et je souligne que ce qui se fait dans le Nord, cela a été évoqué par M. Christophe, par Mme Parmentier-Lecoq, notamment le binôme travailleur social, coach emploi ou accompagnant vers l'emploi, est évidemment de l'ordre des très bonnes pratiques que nous souhaitons voir se développer. Sur les questions relatives au cumul d'allocations ou d'aide sociale avec la question de l'emploi. En réalité, ça ouvre sur une deuxième question. Lorsqu'on parle de minima sociaux, et je dis bien de minima sociaux, puisque lorsqu'on parle d'indemnité chômage, celles-ci peuvent être à des niveaux plus élevés, bien qu'ayant été plafonnées. Lorsqu'on parle de minima sociaux, la reprise d'un emploi à temps plein, même au SMIC, est systématiquement bénéfique. Systématiquement. Il y a un écart favorable pour celui ou celle qui reprend un emploi au SMIC par rapport à une situation de minima social, que ce soit l'ASS ou le RSA. Là où nous avons une difficulté, qui ne relève pas de la création de France Travail, qui relève de politique sociale en termes d'octroi des droits, comme de conventions entre les partenaires sociaux pour ce qui concerne les allocations chômage, c'est sur la période de transition. Je m'explique en un mot. Lorsque vous ne travaillez pas, que vous avez des enfants et que vous reprenez un emploi, vous devez faire face à des frais de garde. Vous pouvez être aidé, notamment lorsque vous êtes au niveau du SMIC, vous êtes aidé pour faire face à ces frais de garde. Mais entre le moment où vous reprenez l'emploi et le moment où les aides à la garde interviennent, il y a un écart qui peut être de 3 mois, 4 mois, 5 mois. Et en réalité, ce sont sur ces premiers mois de reprise d'emploi qu'il nous faut trouver les moyens, et ça ne relève pas de France Travail, je le répète, pour que ce soit véritablement avantageux. Parce que parfois, et nous parlons là de ménages qui sont dans des situations extrêmement précaires, parfois les pertes de trésorerie, si on fait une comparaison, sont trop importantes pour que ce soit acceptable et même compréhensible. Donc c'est sur cette période-là qu'il nous faut travailler. Je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait ou vu, à regarder un module de simulation que Mme Parmentier-Lecoq connaît par cœur, qui s'appelle Estime, qui a été développé par les administrations de sécurité sociale et qui permet de voir quelle est la capacité et l'intérêt qu'il y a à reprendre un emploi. Mais vous verrez aussi que sur les tout premiers mois, ça peut être un peu plus difficile. Pour ce qui concerne les efforts que nous voulons mettre en œuvre, et notamment les questions évoquées par M. Delaporte, je voudrais d'abord dire que, mais je l'ai dit, que ce que nous refusons par-dessus tout, c'est une forme de renoncement à accompagner vers l'emploi les plus éloignés, et que la part d'humanité que vous appelez de vos voeux, elle consiste justement à permettre le retour de chacun à l'emploi plutôt qu'à considérer que nous serions quittes de notre devoir de solidarité par le versement d'une simple allocation, alors que la société sera quitte de son devoir de solidarité quand elle aura permis le retour à l'emploi, et donc l'autonomie et la dignité par le retour à l'emploi et l'obtention d'un revenu. Et pour ce qui concerne le non-recours, c'est un vaste chantier que nous ouvrons, notamment avec le principe de solidarité automatique ou de solidarité à la source, qui permettra de lutter de manière extrêmement efficace. Monsieur Jernigon a évoqué l'emploi des seniors. Il y a des dispositions qui existent dans le texte relatif aux retraites, sur le cumul emploi-retraite, sur les transitions, sur la question de la validation des acquis de l'expérience dans un texte précédent. Nous devons aller plus loin, notamment sur les questions de formation, puisque là aussi, je l'ai dit, on sait que l'accès à la formation est certainement un des moyens les plus efficaces pour retourner et avoir accès à l'emploi. Sur les missions locales, j'ai eu l'occasion de m'exprimer, sur les questions budgétaires aussi, sur les questions évoquées par M. Servat, notamment sur la part du budget consacré à l'insertion, je l'ai évoqué. Je sais que j'ai oublié d'évoquer les questions de Mme Fanta-Beret sur les questions d'accès au numérique et d'accès au savoir de base, pour vous confirmer, Madame la députée, que dans le cadre notamment des conventions avec les régions sur la nouvelle génération du PIC, le fait de proposer une formation sur les savoirs de base, des formations de lutte contre l'illettrisme et des formations de lutte contre l'électronisme seront placées au rang des priorités dans la Convention pour veiller à ce que dans chaque territoire, il y ait cette offre-là. Et par ailleurs, nous souhaitons
c'est un peu au-delà de l'illettrisme et de l'électronisme, que l'État puisse agir plus directement via France Travail sur les formations à distance, de manière à permettre à ceux pour lesquels ça peut être une solution, ça n'est pas le cas de tout le monde, d'y avoir accès de manière plus nette. Et sur la question des seniors, je n'y reviens pas. Cela a été évoqué, c'est la même réponse que je fais à Madame Hugues sur les aidants, parce que là aussi, c'est par la VAE et l'accès à la formation que nous pourrons aboutir. Une inquiétude a été exprimée, notamment par Madame Gruet, sur la question de la centralisation, en évoquant les 3 acteurs qui sont Pôle emploi, les missions locales et Cap emploi. En réalité, s'il n'y en avait que 3, nous y verrions déjà beaucoup plus clair. Il y en a beaucoup plus. Il n'y a pas de recentralisation de la politique de formation, pas de recentralisation, y compris sur les questions d'illettrisme. Cela reste une compétence régionale. Et de la même manière, il n'y a pas de décentralisation nouvelle, dans la mesure où nous restons, pour l'État, le principal acteur, notamment pour les conventionnements que j'ai évoqués. Sur les autres points qui ont été évoqués, les missions locales, nous y sommes déjà revenus. La gouvernance, Thibaut Gulli va le faire. L'expérimentation du Nord aussi. Sur les freins à l'emploi, de la même manière. Peut-être un mot sur les lycées professionnels, pour dire que c'est effectivement une réforme parallèle à celle de France Travail. Le président de la République devrait s'exprimer cette semaine sur le sujet. Vous me permettrez de rester un peu dans l'attente de cette expression qu'il aura en fin de semaine, mais la volonté est bien de faire en sorte que l'insertion professionnelle à la sortie des lycées pro soit à la hauteur de la promesse qui est faite aux lycéens qui intègrent les lycées professionnels, parce que malheureusement aujourd'hui, ça cache d'énormes disparités bien évidemment, mais le taux d'insertion professionnelle dans un emploi proche du secteur pour lequel ont été formés les lycéens professionnels au niveau bac est de 52% seulement, après 2 ans. 2 ans après avoir obtenu le bac, 42% pour le BEP, ça n'est pas un chiffre satisfaisant, d'autant plus qu'il cache d'énormes disparités, puisque dans certaines sections, nous sommes à 100%, ce qui signifie que dans d'autres, nous sommes beaucoup plus bas. Ça nécessite aussi de revoir la carte des formations. Il a été posé enfin des questions sur les délais pour accueillir et accompagner les allocataires du RSA, les demandeurs d'emploi. Notre objectif est 15 jours, et nous avons développé pour cela, pour les publics qui ne sont pas empêchés par l'électronisme, une plateforme qui s'appelle Mes rendez-vous sociaux qui permettent de tenir ce délai-là. Et votre question, Madame Dubré-Chirat, est aussi l'occasion pour moi de saluer le travail des départements qui, en moyenne, respectent aujourd'hui un délai d'1 mois, alors qu'il y a quelques mois, pour la répétition, nous étions à 2 mois et que précédemment, nous étions très largement au-delà. Sur les questions de savoir de base, j'ai répondu il y a un instant. Sur l'avenir des expérimentations aussi, sur les associations, je crois l'avoir fait aussi. Et enfin, pour Madame Cornelou, je ne reviens pas sur l'évaluation et les suites données aux expérimentations dans les 18 départements. Nous nous appuierons aussi sur ce qui est fait dans les SPIE, puisque ça marche bien. Et il se trouve que la plupart des SPIE voient leur programme d'action se terminer à la fin de l'année 2023, ce qui coïncidera, nous le souhaitons en tout cas, avec la bascule sur le nouveau réseau France Travail et France Compétences. Je termine par un dernier mot, parce que je crains que la confusion soit restée pour certains, et ça tient certainement à nos explications initiales, pour dire que nous ne créerons pas avec France Travail un opérateur unique, nous ne fusionnons pas. France Travail sera l'opérateur principal avec des missions pour le compte des autres, mais les autres acteurs gardent leur autonomie, leur indépendance. Il n'y a ni remise en cause de leurs compétences, ni fusion, ni Big Bang institutionnel ou création d'un nouvel grand opérateur. Il a été évoqué la fusion des ACEDIC et de l'UNEDIC il y a maintenant quelques années, dans une période de tension de recrutement pour laquelle il faut beaucoup d'agilité, beaucoup de services aux demandeurs d'emploi comme aux entreprises. Nous n'allons pas prendre le risque d'une nouvelle embolie. Monsieur le Haut-Commissaire. Je vous donne le micro. Merci, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés. Merci déjà pour vos commentaires sur le rapport et puis la contribution des uns et des autres, parce que vous avez été nombreux à partager vos recommandations ou vos constats qui ont participé à nourrir aussi à la fois le diagnostic et à la fois un certain nombre des propositions. Sur les 2 points sur lesquels le ministre m'a demandé de préciser, alors peut-être sur la gouvernance, c'est vrai que le diagnostic est très franchement partagé, je pense à peu près sur tous les territoires et par tous les acteurs, c'est que la multiplicité des acteurs rend difficile l'action efficace au bénéfice des demandeurs d'emploi comme des chefs d'entreprise, ayant bien en tête que les chefs d'entreprise qui recrutent, c'est d'abord des patrons de TPE ou de PME qui ne sont pas forcément dotés d'un DRH pour pouvoir décrypter la complexité de nos systèmes. Et donc, le choix n'étant pas, comme l'a rappelé le ministre, ni de centraliser ni de décentraliser, de faire un Big Bang institutionnel, il s'agit de créer les conditions de la coopération.
trois enjeux pour pouvoir coopérer. D'abord, savoir à qui on s'adresse et bien connaître les personnes. Beaucoup dans vos interventions, vous avez rappelé la singularité de chaque parcours, de chaque situation, et donc c'est important qu'il y ait cette inscription et aussi cet investissement dans le diagnostic partagé sur les situations et pas seulement sur le champ professionnel, mais aussi sur tous les freins sociaux que vous avez pu annoncé. Il s'avère qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul endroit où on connaît finalement toutes les personnes qui sont privées d'emploi. Et donc ça, c'est un premier enjeu pour pouvoir coopérer. Le deuxième enjeu, c'est que pour pouvoir coopérer, les acteurs, les professionnels sur le terrain nous ont dit, mais pour pouvoir coopérer, il faut aussi qu'on ait un des objectifs partagés, pour éviter les jeux de concurrence parfois un petit peu stériles. Il faut aussi que les outils méthodologiques et les outils pratiques, y compris numériques, puissent se parler, d'où l'enjeu d'avoir des SI communs ou interopérables. Et puis le troisième point, c'est la gouvernance, d'avoir une gouvernance partagée aujourd'hui pour casser un petit peu ces fonctionnements en silo. La première des choses, et vous avez été quelques-uns à le rappeler, le député Philippe Vigier le mentionnait, la territorialisation, partir du bassin de vie, du bassin d'emploi pour avoir une gouvernance qui est opérationnelle et donc se fixer des objectifs communs, un plan d'action local et que celui-ci ensuite soit conduit par l'État à chaque fois et les collectivités dans leur gouvernance stratégique, politique et financière pour que chacun affecte les moyens dont il dispose sur sa compétence pour pouvoir atteindre et pour pouvoir servir le plan d'action. Et ensuite, par subsidiarité, l'échelon départemental pour les politiques d'insertion des personnes éloignées de l'emploi, puisque c'est la compétence des départements, mais c'est important de l'articuler avec la politique de l'État, puisque les moyens sont partagés entre les uns et les autres. Et ensuite, l'échelon de la région qui embarque la question de l'orientation, qui est quand même assez clé sur les parcours de retour à l'emploi, de formation, ça a été dit, aussi de lien quand même avec les dynamiques économiques. La députée du Nord qui rappelait justement que, par exemple, derrière un projet de Gigafactory, c'est 11 000 recrutements, il faut bien pouvoir l'articuler avec la stratégie du service, le service de l'emploi. M. Dharréville parlait de la gouvernance duale, mais en fait, c'est un des reproches ou en tout cas une des attentes qui est faite notamment par les professionnels de terrain, c'est que justement les gouvernances parfois stratégiques, politiques, financières semblent parfois déconnectées en fait de la réalité opérationnelle vécue par les professionnels dans les missions locales, dans les pôles emploi, dans les associations, et que du coup cette liaison entre la capacité des opérationnels à proposer, à être force de proposition sur les actions, qu'elles sont ensuite priorisées et soutenues par l'État et les collectivités, est un élément assez important pour avoir des gouvernances plus opérationnelles que nous n'y avons le droit aujourd'hui. En tout cas, c'est des attentes fortes qui sont remontées dans les concertations et quels que soient les territoires dans lesquels on a pu aller. Alors, l'évaluation, et ça renvoie aussi un petit peu à la question de l'investissement social dont parlait Madame Le Nabour, la députée Le Nabour, c'est que tout cela est basé finalement sur quelques analyses sur le fait que plus on investit dans l'accompagnement des personnes et plus on accélère leurs chances de retourner à l'emploi. Et donc ce qui peut parfois être perçu comme une dépense peut être un bon investissement. Faut-il encore qu'on puisse l'évaluer en continu pour pouvoir cibler le bon accompagnement en fonction de la bonne personne. Vous l'avez tous rappelé, les situations évidemment ne sont pas les mêmes entre une maman qui a la charge d'enfants et pas de solution de garde d'enfants, un proche aidant ou une personne qui serait proche, qui serait en difficulté simplement de recherche d'emploi. La deuxième chose, c'est l'accompagnement des entreprises, parce que il faut aider les personnes à retrouver, accéder ou arriver à la porte de l'entreprise. Faut-il encore aussi apporter des services aux entreprises? Et plus on va prospecter, aller vers les entreprises, les aider et les soutenir sur l'accès aux moyens de formation, et plus il va y avoir des effets à la fois sur l'emploi et à la fois sur l'inclusion. Et puis le troisième volet qu'on veut évaluer, c'est l'aller vers, c'était mentionné sur les lycées professionnels.
Mais la philosophie derrière France Travail, c'est de ne pas laisser tomber les gens dans la difficulté. Et plus on peut aller les chercher plus tôt, vous avez parlé du premier emploi pour les lycées professionnels, c'est vrai aussi pour les jeunes sortant d'université. Et on a aussi des propositions qui sont d'ailleurs en train d'être testées sur les personnes, par exemple, qui sont licenciées pour inaptitude. Autant les prendre en charge directement plutôt que d'attendre qu'ils se perdent dans les files d'attente de nos guichets actuels. Et donc tout cela, ça s'évalue avec 3 niveaux d'évaluation. Le premier qui est très opérationnel, très concret. Aujourd'hui, les professionnels nous parlent du temps infini qu'ils passent à remplir des tableaux Excel et à fournir du reporting. C'est pour cela que les communs numériques dont on parle produisent de la donnée et vont libérer du temps humain à ces professionnels. La deuxième chose, c'est que chaque année, soient revus en fait les objectifs au niveau de chaque territoire, de chaque bassin de vie en fonction de leurs priorités propres. Et puis la troisième, c'est les évaluations qui seront menées avec la DARES et avec l'INSEE pour évaluer les impacts et pour améliorer ensuite le ciblage des bons accompagnements sur les bonnes personnes en fonction des effets emploi effectivement constatés. Voilà pour ces 2 points. Très bien. Écoutez, il n'y a plus de remarques. Je tiens absolument donc à vous remercier à la fois pour la qualité du rapport, mais aussi pour la qualité et la pertinence de vos réponses, Monsieur le Ministre, Monsieur le Haut-Commissaire. Mes chers collègues, donc petite info, on se retrouve de toute façon demain matin à 9h30 et nous allons examiner la proposition de loi visant à faciliter la mobilité international des alternants pour un Erasmus de l'apprentissage. On va parler de la jeunesse. Et on sait très bien que l'apprentissage, c'est un véritable vecteur d'emploi. Voilà, je vous remercie toutes et tous et je vous dis donc à demain. Encore une fois, merci.